Merci d'être fidèle au rendez-vous, le Zénith sur Equinox Télévision. Nous allons dire bien de choses au ministre, le jeune Mbela, du temps où il était ambassadeur du Cameroun en France. Il n'avait pas beaucoup œuvré à l'éclosion de la diaspora camerounaise établie de ce côté-là. La vraie, c'est-à-dire ces compétences-là parmi les médecins et autres nombreux Camerounais qui ont beaucoup de choses à partager avec leurs compatriotes pour développer leur nation. Aujourd'hui, en qualité de ministre des Relations extérieures, il est derrière le projet d'un forum sur la diaspora qui commence ce mercredi. Il y a déjà quelques travaux préliminaires, mais la question est de se demander si celle-ci, parlant de diaspora, sera la bonne représentée en cette occasion et si les actions attendues dans le sens d'enclencher un vrai développement du Cameroun vont être trouvées en cette occasion. Bienvenue donc au Zénith. On parlera de bien d'autres choses au cours de cette autre édition de votre émission d'éveil de conscience sur Equinox. Bonjour à vous, Monsieur Mbachou. Bonjour Sam Severango et bonjour à tous les téléspectateurs et particulièrement aux délégués du tourisme et aux délégués des arts et de la culture. Vous travaillez bien. La preuve, il faut regarder vos délégations pour comprendre qu'on parle, qu'on célèbre le tourisme et la culture. Et Douala se porte bien. Bien. Voilà. Parlant donc de la région du littoral. Autre délégation qui est plutôt endeuillée, c'est la délégation régionale de la communication pour le Sud. Aïbolo va vous nous donner là une belle occasion de rendre un bel hommage, il faut le reconnaître, à Dame Liliane Florence Bobé qui est décédée de suite d'un accident sur la route de Créby. Elle était déléguée régionale de la communication. Elle qui avait donc succédé à Madame Nyangon Ndile Suzanne, elle aussi morte. Pas forcément dans les mêmes conditions, mais elle occupait pratiquement le même poste. Liliane Bobé était aussi la grande sœur d'un ami et confrère, Martial Bissog, à qui nous avons une pensée spéciale en tout début de ce programme. Bonjour à vous, Megui Mapoko. Bonjour Sam Sévérin, bonjour à nos chers téléspectateurs que je suis heureuse de retrouver ce matin encore. J'espère qu'ils sont nombreux et que tout à l'heure, ils réagiront justement à cette émission par leur message. Voilà. Voilà, je leur conseille de réagir tout particulièrement à votre rubrique consacrée à la revue des réseaux sociaux, qui sera assez fournie comme par le passé. Merci. Pour cette occasion encore. Mbombok Bengan, bonjour. Bonjour Sam, moi je salue la mutuelle, c'est-à-dire la coopérative de l'Église évangélique du Cameroun, dont on nous annonce déjà une perte de près d'1,5 milliard suite à la crise qui prévoit au sein de cette église évangélique-là. Sa coopérative perd déjà 1,5 milliard de francs. Voilà, je dois rappeler qu'effectivement, il y a au niveau de la justice, ça s'enlise, parlant de l'église évangélique du Cameroun, on est, je crois, au 4e renvoi et ça cause beaucoup de pertes au cœur de cette congrégation religieuse appartenant donc à ce qu'on peut appeler globalement le protestantisme camerounais qui est en crise depuis bien longtemps. On parle maintenant de l'histoire de tendance. Tout à l'heure, on recevra une invitée qui viendra nous parler des femmes journalistes, mais aussi de paix et de citoyenneté en rapport avec les élections. Voici venu le début effectif de ce programme. Bienvenue encore, voici Tendance. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais dire bonjour à ma copine, ma chérie, reste calme. Je sais ce que les téléspectateurs vont faire pour toi, ma chérie. Ça arrive, c'est la vie. Megui? Oui. Tu peux faire 6 mois chez ta belle-mère. 6 mois bien dosés et comptés. 6 mois. C'est possible, ça dépend des rapports que j'entends. Donc si tu vas accoucher, non, oui. Ton mari dit va rester chez ta belle-mère. Dès que tu finis d'accoucher, tu tapes tes 6 mois. Tu peux. Oui, c'est possible. Moi, je ne peux pas. Comme ma copine. Ma copine est dans les problèmes, ça m'aide les conseils. Elle est là, son gars vit en Belgique. C'est juste pour me dire que le Rome n'est pas le paradis, non. Ça. Belgique, c'est tous les Roms, non. Je mélange tout ça. Son gars vit en Belgique, sauf comme elle est enceinte là. L'autre jour, le gars l'appelle et dit bébé, il faut que vendredi tu descends chez ma mère, comme bientôt tu vas accoucher. Va chez ma mère à Baré-Bakem. Baré-Bakem, quand tu arrives là-bas, c'est un petit village dans le village de son gars. Quand tu arrives à Baré-Bakem, tu entres encore au quartier, tu prends au moins 3 motos pour arriver. Même pour charger le téléphone, il faut encore prendre 3 motos pour arriver en ville. Maintenant, il dit à son gars que mais comment je vais aller accoucher chez ta mère? Le gars dit madame, mes ordres ne se discutent pas. Tu descends chez ma mère à Baré-Bakem, tu accouches, tu fais tes 6 mois et tu remontes sur doigt là en attendant mon arrivée. La fille a dit qu'elle ne voyage pas. 1, le gars l'a même pas encore épousé. De 2,
Pour arriver chez sa mère, c'est trop loin. Elle-même, elle est née à Douala, grandie à Douala. Elle ne peut pas laisser Douala encore pour aller rester au village. Donc elle est traumatisée. Le gars est obligé de penser que si elle ne part pas chez sa mère, ce qui va voir, donc ce qui va prendre sa décision et appliquer. Donc les deux sont à couteau tiré. Elle a besoin de vos conseils, pardon. Voilà, donc on demande à Mbombo Mbengan qu'est-ce qu'il y a lieu de faire puisqu'on apprend que le couple n'est pas encore officiellement et légitimement constitué. C'est peut-être à ce niveau qu'il y a un vice de forme parce que, au contraire, ce serait une très belle chose si les deux étaient déjà mariés pour qu'elle puisse se retrouver chez sa belle-mère. Absolument, c'est ça, Sam. Effectivement, le problème se pose, y compris pour le garçon. On ne sait pas pourquoi il s'entête à faire en sorte que sa fiancée aille nécessairement rester là-bas. Il faut donc remplir ce devoir coutumier, là, s'il faut le faire. Maintenant, la fille aussi, elle dit, je ne vais pas là-bas, je suis née à Douala, j'ai grandi ici. Mais elle est prête à aller en Europe, à vivre en Belgique, elle n'est pas née en Belgique. Non, le vrai problème, c'est à ce niveau, c'est que le garçon, sûrement, ne s'est pas encore présenté auprès de la famille de la fille. Et maintenant, vous ne pouvez pas décider sur elle de cette manière-là. Franchement, là, il y a vice de procédure de sa part. Ce n'est pas... Maintenant, bon, on peut conseiller la fille. Moi, je lui conseillerais d'aller d'abord vivre quelques humeurs de sa prochaine belle-mère pour savoir l'ambiance qu'elle pourrait avoir, qu'il y aura dans la famille, qu'elle veut intégrer. Très bien, mais Guy, ça se comprend comme cela, le conseil de Mbombo? Oui, on peut comprendre parce que tout à l'heure je disais à tendance que oui, je peux vivre chez ma belle-mère, mais ça dépend. Et maintenant, elle est arrivée au terme de son histoire et on comprend que la fille n'est même pas encore épousée par le monsieur. Donc ça change la donne d'exiger à juste une copine, je l'appellerai comme ça, d'aller passer 6 mois chez sa belle-mère enceinte dans une zone reculée. Moi, je pense que c'est un peu déplacé de la part de ce garçon. Il n'a pas à obliger cette fille à aller là-bas encore que... Mais si on lui envoyait plutôt un billet d'avion pour Paris-Bruxelles... on lui envoyait un billet d'avion pour Paris-Bruxelles, je crois qu'il est du côté de l'Europe, elle viendrait vivre avec lui là-bas. Elle va vivre avec son mari, mais elle avec son copain. Mais aller vivre avec ce n'est même pas encore sa belle-mère. Je pense que c'est... Oui, c'est pour ça que je pose la même question, puisque comme ce n'est pas encore son mari aussi, mais si il lui demandait de le rejoindre dans ces conditions, est-ce qu'elle pourrait accepter? Je veux dire que c'est... S'il lui demande de voyager, ni lui n'est même pas obligé de le faire. Et comme elle n'est pas obligée non plus d'aller vivre chez la dame en question, rien ne l'oblige à le faire. Lui-même, il n'est pas obligé de Mais l'appeler. la dame n'aurait jamais refusé cette offre-là. Non, ce n'est pas là la question. C'est chacun qui est libre. Elle est libre de dire que je ne vais pas dans cette zone reculée-là. Et lui, s'il décide de... Elle est libre aussi d'accepter d'aller en Europe. Voilà. Mais sous le fond, il n'y a pas une obligation qui ressort pour qu'elle aille. Et puis, il faut regarder après. Il y a peut-être des frictions qui pourraient se créer. Elle n'est même pas encore intégrée. C'est un peu compliqué. Mais sauf que comme il y a un cas de grossesse, Charles Hamel, est-ce que ce n'est pas un début d'une légitimation, si vous voulez, de demander à ce que votre copine aille rejoindre votre belle-mère? Je crois que c'est un début du processus et c'est plutôt... Ça pourrait être bien accueilli aussi. Sam Sévérin, quand j'entends Megui tendance dire que ce n'est pas parce qu'elle ne l'a pas épousé, ce n'est pas sa belle-mère, c'est quoi? C'est la mère de son petit ami. Est-ce dont elle se contente de percevoir l'argent jusqu'à concevoir une grossesse? C'est la mère de son petit ami. C'est la mère du père de son enfant. Vous voyez jusqu'à quel degré il n'y a pas considération. Ce n'est pas encore sa belle-mère. Considération de la relation. Ce n'est pas encore sa belle-mère. Il n'y a pas considération de la relation. Ce n'est pas encore sa belle-mère. Cette fille elle-même est en train de jouer à un jeu qui va la rattraper. Soit cette fille a des habitudes de fille de quartier Canet, ça veut dire qu'elle ne voudrait pas, quand elle va s'installer, sa grand-mère, sa belle-mère découvre son côté noir, soit l'enfant, parce que le garçon, en demandant qu'elle aille, voudrait avoir l'assurance que l'orteil, que la mère, regarde l'orteil là, c'est pour toi. Vraiment. Quand tu étais bébé, je le connais. Que le nez, la bouche, c'est ça l'assurance que le garçon va avoir. Parce qu'on connaît les filles ici. La fille peut imputer une grossesse à ce monsieur qui est en Belgique parce que le gars est en Europe, alors que le vrai père est caché, c'est un chauffeur taxi qui se balade quelque part. Permettez-moi de le chuter. Alors, il faut dire qu'à côté de cela, il y a aussi le fait que ça elle-même complique la relation. Ça veut dire qu'elle ne souhaiterait pas, c'est des filles qui annoncent les futurs rapports avec la belle-mère.
elle serait partie, qu'elle aurait fait 1 semaine, 2 semaines, qu'elle serait rentrée, qu'elle aurait dit à son gars, je pense avoir respecté ta décision, j'ai fait 2 semaines, je suis rentrée. À côté de cela, est-ce qu'elle est orpheline? On ne saura si la fille même est orpheline. Et n'oublions pas qu'il y a des complications liées à la grossesse. Très bien. Alors, on va dire tout simplement que c'est bien difficile, hein, tendance. Vous avez bien écouté Monsieur Charles Armel sur le sujet. Mais regarde la fille, quel est le profil de cette fille, hein, Mais elle, non, c'est une fille, elle se débrouille. Ouais. Elle se débrouillait, mais maintenant la grossesse, ça fait elle ne se débrouille plus. Mais maintenant, à mon avis, ça dépend quand même. Elle Ma n'a pas copine. ses parents vivent encore. Les parents vivent encore. Moi, Parce que c'est une belle opportunité plutôt que le gars vous demande, vas-y chez maman quand même. moi, je vais dire que dans la vie, non, on court les risques. Oui. Parfois, tu peux aller chez la belle-mère, le gars vient de me, il ne t'épouse pas. Ouais. Ma chérie, fonce, mais jusqu'à 6 mois, c'est beaucoup. Mon beau, pardon. Ne laisse pas le chanteur jusqu'à 6 mois, même 1 mois, même 2 semaines, pourquoi pas. Après, elle revient, elle remonte sur doigt là. Ma copine, le conseil qu'elle te donne, non pas. Le mariage commence par là. Peut-être qu'il te prend au pied, pour voir si tu es celle-là qui peut rester dans un foyer. Il peut te prendre au pied, tu tapes même 2 mois après, il vient là, il fait tes papiers, vous partez. Dans la vie, non. C'est courir les risques. Non, moi, On sort du sujet, oui, rapidement, mais Guy, moi, est-ce qu'on a un message d'ailleurs là-dessus? Pas encore. Et je voulais Oui, ajouter Chité. quelque chose, voilà, comme a dit Mbombo, il y a un vice de procédure. Si tu veux que cette fille se comporte comme tu le souhaites, c'est-à-dire aller faire 6 mois chez ta mère, marche aussi correctement, c'est aussi l'enfant des gens. Marche correctement, c'est l'enfant des gens. Il ne faut pas juste tirer sur elle. Est-ce que vous avez une sœur qui est enceinte? Est-ce que déjà elle connaissait cette belle-mère-là? Parce que le gars, il est en Europe. C'est la grand-mère de l'enfant. Non. Est-ce qu'elle la connaissait avant que son mari... c'est même pas sûr. Mais s'il veut faire les choses correctement, il peut déjà déléguer sa mère et ses oncles et tout pour qu'ils aillent rencontrer les parents de cette fille-là. C'est tout. Tu ne vas pas prendre l'enfant de quelqu'un, oui, parce qu'elle est enceinte et lui, il va faire 6 mois chez lui. Tu vas dire quoi à tes parents? Je suis un peu d'accord là-dessus. Sur cet argumentaire. En une seconde, Oui, effectivement, parce que l'enfant né sous cette condition ne lui appartient pas. Voilà. Il appartient à la famille de sa maman, de l'enfant de la maman. Donc en réalité, il risque même de faire 2 dots. C'est aussi une attitude de voyou, effectivement. Parce que vous êtes en Belgique, vous êtes à Est-ce qu'il vous dit que c'est lui qui a cherché la grossesse? vous dites, bon, allez-y, va voir ma mère. Qui vous a dit que c'est lui qui a cherché la grossesse? S'il ne voulait pas Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est la fille qui a cherché la grossesse parce qu'elle voulait aller en Europe. Vous devez prendre les choses au premier degré. On connaît les filles de Douala. La fille, elle a dit que le gars est en Europe. Tu es un enfant. C'est une Non. fuite. En Europe, tu fais quoi? Rien. La fille va concevoir. C'est une fuite parce en qu'elle avant. peut avoir l'assurance C'est que la suite sera la meilleure. une fuite en avant. Tu vas faire des rapports sexuels avec une fille sans te protéger. Très bien. Ça veut dire que tu peux déjà On va évoluer dans ce programme. Rappelons simplement qu'il faut éviter dans ce genre de discussion de déboucher sur une sorte d'instrumentalisation de la femme ou bien de la chosification. Attention, nos filles, nos enfants, nos jeunes sœurs sont d'abord des personnes humaines douées de raison, comme le rappelait mon professeur de philosophie en classe terminale. Personne humaine douée de raison qui doit être respectée. Et aujourd'hui, on a tendance à vouloir un tout petit peu banaliser le sort de la jeune femme. Non, si vous voulez épouser une fille, ce n'est pas parce que vous vous retrouvez, je sais pas, à Bruxelles, Charleroi ou n'importe où que vous allez l'envoyer comme ça chez votre maman, parce qu'elle a ses parents, elle aussi. Il faut faire la démarche. Vous revenez d'abord au Cameroun vous-même, parce que c'est juste un billet d'avion, 6 heures de vol, et vous êtes au Cameroun, et puis vous faites la bonne démarche. C'est un plongeur. Bon, il y a un message, voilà, Herman de Makepe qui nous dit « Les femmes ont le gros cœur. Si la belle-mère vivait à Sadi ou à Lopom, elle devait partir. » Ok, merci beaucoup. Voici la colère de Charles Armel, Bachou. Alors, si je m'en réfère à mon conducteur, la colère devrait porter ce jour, notamment sur la répartition des personnels de santé. Je m'interroge ce jour sur la question de la répartition des médecins et du personnel soignant au Cameroun et dans la diaspora, comme nos gens aiment bien la diaspora ces derniers temps, parce qu'il s'agit des voix et des votes. Je me demande pourquoi l'État crée tellement de formations sanitaires, dit de référence, avec à la clé un manque criard de personnel soignant et une mauvaise répartition de médecins. La preuve, poser la question à Maman Fouda, comment est-ce qu'il a réussi à affecter des neurochirurgiens dans les CMA, centres médicaux d'arrondissement? Quels étaient les critères sur lesquels il s'est basé? Posez-lui la question. Rassurez-vous, car ce n'est un secret pour personne,
Encore moins une hypocrisie pour un touriste qui arrive pour la première fois au Cameroun. La santé au Cameroun est une chimère, avec l'état désastreux de certains de nos hôpitaux et de nos dispensaires. Le manque d'appareils médicaux fiables, la qualité douteuse des médicaments souvent prescrits par les médecins et un accueil vraiment abracadabrant dans les services hospitaliers. Le constat s'étend à la quasi-totalité des formations sanitaires publiques et privées au Cameroun. Le personnel manque et les malades abondent. Pourtant, le problème responsable de cette crise sont connus, il faut le dire. Nous avons 7000 médecins en Europe, tous des spécialistes, avec quelques généralistes. Nous avons 900 aux États-Unis, 300 spécialisés au Canada, avec 200 en formation. Imaginez combien cela aiderait le Cameroun. Comment comprendre l'inertie du gouvernement camerounais qui ne s'active pas face aux récentes statistiques qui font état d'une répartition de 2 médecins pour 1000 Camerounais? Comment comprendre le fait que de nombreux hôpitaux publics du Cameroun soient touchés par le départ des médecins et autres spécialistes des soins de santé qui vont vers le secteur privé local ou les bureaux des organisations internationales installées en Afrique qui offrent des salaires plus attractifs? Comment comprendre le fait d'une mauvaise répartition des médecins de ce pays? On laisse les zones de grande demande pour renflouer les zones pratiquement inhabitées. Savez-vous que la grande partie des médecins spécialistes que l'on rencontre dans les principales villes du pays sont tous des universitaires, c'est-à-dire des enseignants? Comment comprendre le départ de ces médecins vers l'Europe et les États-Unis d'Amérique où, selon eux, ils pourraient trouver de meilleures conditions de travail? Comment comprendre la répartition géographique inéquitable des agents de santé dans les zones urbaines, les zones rurales, dans les régions du Nord, Adamawa, Sud, ayant le moins d'agents de santé? Comment comprendre le fait que plusieurs médecins préfèrent opérer en clientèle privée que publique? Savez-vous que pour un effectif de 6290 médecins répertoriés par l'Ordre national des médecins contre une population d'environ 27 habitants, le Cameroun souffre d'un déficit chronique de personnel adéquat pour s'occuper tous les jours de la santé de ses quelques 27 millions d'habitants. Précision oblige, ce qui renvoie sensiblement à 2 médecins pour 1000 patients. Savez-vous que le Cameroun compte, par exemple, 18 anatomopathologistes répartis ainsi qu'il suit, 13 dans le centre, 4 dans le littoral, 1 dans le sud-ouest, 17 anesthésistes réanimateurs, 17 anesthésistes réanimateurs dans le centre, 9 dans le littoral, 1 dans la Damawa et 1 dans le sud-ouest. Savez-vous que le Cameroun toujours compte en termes de biologistes, option hématologie, un seul dans le centre et plus rien ailleurs? Seul dans le centre. Vous avez des problèmes, c'est au centre. Savez-vous que le Cameroun compte 5 chirurgiens traumatologues uniquement basés dans le centre? Un des hématologues dans le centre et 3 dans le littoral. 2 hématologues dans la seule région du centre. Un hémato-oncologue. Un hématologue endocrino-diabétologue. Un néonatologue, maladies infectieuses, néphrologue, neuropédiatre, tout cela concentré dans la région du centre. Avec cela, peut-on parler d'une bonne répartition, car nous avons plein de médecins qui fuient le pays, qui sont installés en Europe, qui pourraient rentrer travailler. Mon Dieu, quelle répartition pour quel type de malade? Voilà, le sujet tombe à point nommé au moment où doit se tenir à Yaoundé le forum dit de la diaspora Mbombo Bengan, parce que ce sont les médecins, on l'a dit, les chiffres sont assez costauds de médecins camerounais, nombreux dans les formations hospitalières étrangères, en Occident, les États-Unis, la France, l'Angleterre et même la Belgique aujourd'hui, qui emploient beaucoup de nos médecins d'origine camerounaise. Où est le problème? Le problème se trouve à 2 niveaux. Vous avez soulevé le premier, c'est que comment se fait-il que le tiers de médecins seulement camerounais formés dans le monde vivent au Cameroun? Le tiers seulement, parce que les 2 tiers vivent à l'étranger. Donc le problème, c'est l'intégration, il a parlé de ça, de notre diaspora. Il n'y a pas de politique, précisément parce que la loi de 1968 qui règle la nationalité camerounaise dit quelque part que lorsque vous avez une double nationalité, vous perdez automatiquement la nationalité camerounaise. Donc quand ils viennent ici, comment voulez-vous que vous ayez des neurochirurgiens en France, en Europe, quand ils viennent, vous les considérez comme les étrangers? Et quel apport peuvent donc venir à ce moment-là? Voilà le premier problème. Le deuxième, et c'est là, puisqu'on est sur le plan local, il y a ce qu'on appelle la carte sanitaire. C'est bien réglementé. Il a commencé à parler des centres médicaux d'arrondissement.
c'est-à-dire au niveau de nos arrondissements, il devrait avoir 360 centres médicaux d'arrondissement. À doubler à cela les centres de santé intégrés, c'était des dispensaires qu'on appelait dispensaires, qu'on a transformés en centres de santé intégrés, qui devraient être dans nos villages ou agglomérations de 50 personnes, moins de 100 à 50 personnes devraient avoir un dispensaire ou un centre de santé intégré. Pour les deux, les centres de santé intégrés devraient avoir au moins ce qu'on appelle généralement un infirmier major. Mais lorsque l'agglomération est un peu grande, il doit avoir un médecin généraliste. Mais maintenant, pour les centres médicaux d'arrondissement, il doit automatiquement avoir un médecin généraliste à la tête de chaque formation hospitalière. Donc, maintenant, les autres qui sont un peu plus en haut, les hôpitaux de référence centraux ou de référence, ils devraient avoir également les généralistes, mais davantage. Donc cette répartition n'est pas bien respectée. Elle n'est pas du tout respectée. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour le forum de la diaspora, par exemple? Une des premières solutions pour vous serait laquelle, Bombok, pour mieux intégrer les médecins nombreux spécialistes qui sont à l'étranger? D'abord, changer cette loi, autoriser qu'il y ait la double nationalité, Sam. La Côte d'Ivoire et tous nos frères de l'Afrique de l'Ouest, ils acceptent la double nationalité. Encore que dans l'établissement qui nous dirige aujourd'hui, les Adolphe Moudiki ont une double nationalité. Ils participent, ils ont voté en France dernièrement. L'équipe nationale de football qu'on applaudit, tous nos joueurs ont une double nationalité. Pourquoi donc empêcher nos ingénieurs, nos médecins qui ont la double nationalité d'intégrer? Donc il faut d'abord les considérer comme tels, c'est-à-dire bannir cette loi-là pour qu'ils viennent avec l'expertise et les plateaux techniques conséquents qu'ils ont. Moi, j'interpellerai ici surtout aussi l'ordre des médecins camerounais qui ne joue pas toujours son rôle. Moi, je dois le dire, on a reçu un médecin de la diaspora, Armand Gemkap, le docteur, bien connu, à Paris, en région parisienne, qui avait un projet d'organiser un forum sur les médecins spécialistes de ce côté-là, mais il a été sabordé dans son initiative par les gens de l'ordre des médecins du Cameroun qui ont vu en lui un véritable danger. C'est ça le problème? Oui, absolument, parce que certains aussi, il faut le dire sans pour le dénoncer, ils pensent que la médecine, c'est comme des hommes d'affaires. Là aussi, c'est effectivement ce qui lui est arrivé. Je connais un peu ce problème aussi. Voilà. Alors, tendance, avant d'arriver à Megui, comment est-ce que tu perçois l'action de nos médecins aujourd'hui? Déjà, est-ce qu'ils sont suffisamment en nombre lorsqu'on va dans les hôpitaux? Est-ce qu'il est plus facile d'avoir affaire à un médecin? C'est facile de les avoir, ça, mais sauf que l'autre sujet où Charles a dit que les médecins qui sont chez les Blancs, là, ils peuvent rentrer au Cameroun. Moi, je leur propose de rentrer parce que quoi? Travaille avec le cœur. Ne regardez pas le comportement des Camerounais ou encore du gouvernement. Il y a les gars qui ont... Et le salaire, leur traitement, alors? Non, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut travailler avec le cœur. Ne regardez pas ce que le Ngom n'en va me donner quoi, non. Travaillez pour l'amour de ce que vous avez choisi, de ce que vous avez choisi à l'école. Papa, je vous propose de rentrer au Cameroun travailler parce que ces grands-là, vous vous fâchez contre eux. Quand ils ont la grippe, ils partent en Europe. Ici, là, nous, on a la grippe, on meurt. Alors que si vous étiez là, vous pouvez nous donner les paracétamol ou les chloroquines, on boit, on vit un peu. Si vous voulez rester là-bas parce que vous êtes fâché contre le gouvernement, nous, on ne va pas s'en sortir. Rentrer au pays nous dit comment on doit fonctionner. Parce que si vous comptez que sur les salaires, non, comme vous simplifiez les salaires, vous n'allez pas travailler. Si chacun disait que je sors le matin comme ça, je travaille un peu comme bien, c'est que personne ne travaille. Et c'est dans le travail qu'on trouve le travail. Parce qu'en rentrant au pays, même les petits étudiants qui sont encore les docteurs ici dans les universités, vous pouvez joindre les deux bouts pour nous sauver des vies. Pourquoi pas? C'est d'abord une tendance. C'est vrai qu'il t'écoute, mais Megui, je ne sais pas si on peut leur tenir ce type de discours des médecins qui gagnent environ, je ne sais pas, 4 à 5 000 euros de ce côté-là, s'ils doivent revenir ici pour avoir comme premier salaire, parce qu'on a reçu un témoignage sur ce plateau, il y a des salaires de 100 000 francs. 100 000 francs. Pour les spécialistes, il aura 225 000. Pour quelqu'un qui a fait un bac plus 7. Voilà. 225 000. Voilà, et même 227 000, c'est rien du tout pour et dont la formation déjà n'est pas donnée, n'est pas accessible à tous, et que tu te retrouves à toucher 200 000 francs le mois, c'est quand même trop demandé. Bon, maintenant, pour ce qui est du sujet de Charles, la répartition du personnel médical au Cameroun, la répartition est très mal faite. Elle est très mal faite. On est en présence d'une insuffisance criarde de personnel médical déjà. Et on a, je crois, dans les 25 000 globalement au Cameroun, alors que la demande s'élèverait à près de 60 000. Donc on est en deçà même de la moitié du personnel qu'il faut au Cameroun. Aujourd'hui on demande, oui, il faut le plateau technique. Il y aura peut-être le plateau technique, mais est-ce qu'il y aura suffisamment
de personnes pour entretenir tous les malades. Je ne pense pas. Et l'État, je suis désolée, l'État, généralement, on a l'impression qu'il s'attaque aux faux problèmes et laisse les problèmes principaux. Vous voyez, déjà pour essayer de pallier à ce manque de personnel médical, il faut regarder dès la base. Alors, on a des populations qui sont sous-scolarisées. Ils sont sous-scolarisés parce qu'il n'y a pas de moyens pour se payer des études. Quelqu'un qui arrête l'école primaire, est-ce qu'il peut franchement aspirer à ce métier-là? Être infirmier, voilà. Mais Guy, tout de même, il y a sur cet aspect beaucoup de diplômés aussi qui aimeraient avoir des formations professionnalisantes dans la médecine, mais c'est un peu verrouillé aussi. Voilà, j'en viens. Je suis en train d'énumérer là les causes qui peuvent freiner justement l'accession à ce nombre souhaité. Donc, on a déjà la sous-scolarisation, on a des zones comme dans le Grand Nord, l'extrême Nord, la Damawa, le Nord, où les filles sont extrêmement sous-scolarisées. Quand tu es arrivé au cours moyen 1, la famille te demande d'arrêter. Maintenant, tu es à côté le Sud, où les filles même qui exercent déjà dans les affectations, quand on les affecte dans cette partie du pays, généralement, c'est un refus systématique et ils ne veulent pas y aller, déjà vu l'insécurité qui y règne. Il y a déjà ça. Il y a le misérabilisme dans lequel justement le personnel médical vit aujourd'hui. Ils sont payés combien? Les infirmiers, les gens qui donnent la vie, qui assurent la santé du peuple. Mais on voit des administrateurs qui touchent des salaires colossaux, mais ceux qui assurent la santé des populations, on les traite au rabais. On les traite au rabais. Donc ce n'est pas une profession aujourd'hui qui attire grand monde, vu le traitement des employés qui exercent. Donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est l'État qui doit pouvoir s'attaquer aux véritables problèmes pour résoudre le problème principal. Très Voilà. bien. Charles Lamel, il y a d'abord que parlant de médecine, pour accéder à la profession de médecin, il faut s'assurer d'une belle formation. Parce que c'est un métier délicat, Voilà. qui donne la vie et qui sauve les vies. Ça suppose qu'il faut à la base qu'on ait des gens qui sont bien outillés. Parce que moi, je ne serais pas d'accord non plus qu'on ait tout un tas de médecins qui ne sont pas compétents. Parce que là, on se mettrait plutôt en Une bonne danger. formation à la base. Alors, Sam Sévérin, il La faut dire qualité que de la formation. Non, formation, il y a. Ça, je peux vous rassurer qu'on forme des bons médecins, des bons médecins généralistes. En ce qui concerne les spécialités, c'est toute une autre chose. Parce que si vous ne vous déplacez pas pour aller au Bénin, pour suivre à Cotonou, pour suivre des études, passer des études plus approfondies, pour ceux par exemple qui veulent faire la médecine du travail, si vous pouvez aller au Sénégal, si vous êtes dans le domaine de l'Afrique, ou alors véritablement sortir. Mais ça, le problème n'est pas là. Nous avons dans les grandes villes l'ensemble des spécialistes qui, en plus d'être des médecins, sont des enseignants, sont des universitaires. Comment voulez-vous qu'on se répartisse? Nous avons le docteur Basson, qui en plus d'être neurochirurgien, était enseignant d'université et avait une pléiade de médecins. Alors comment est-ce qu'il va se départir pour être en même temps être dans un bureau, entrer dans son cabinet, en train de suivre les malades et être à l'université en train de dispenser des cours? Ça pose un énorme problème. Il faudrait que nous ayons des enseignants universitaires dont le rôle ne serait que de former les étudiants et que nous ayons des spécialistes dont le rôle ne serait que de consulter et d'appliquer les soins aux malades. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Donc, à ce niveau, la répartition a échoué. Tous ces hauts commis de l'État, je prends le cas d'un haut commis d'État dont je vais encore taire le nom, ici aujourd'hui, qui un jour chute, il fait une crise d'AVC chez lui. On le transporte pour l'hôpital général de Yaoundé. Il arrive à l'hôpital général parce que le cas était grave. On dit que le seul urgentiste qui est là, c'est son fils. Il dit mieux il meurt. Mieux il meurt, il ne veut pas que son fils le consulte. On l'a ramené à l'hôpital central de Yaoundé où alors on l'a pris en charge. C'est le matin qu'il dit on a effectivement fait avancer pour qu'il ait le diplôme. Oui, Sam Sévérango, ça c'est le problème. Ils connaissent. Vous allez voir tous ces ministres se retrouver aujourd'hui, prendre des rendez-vous à Bordeaux, prendre des rendez-vous à l'hôpital Salpêtrière et tout et consorts. C'est encore des Camerounais qui vont les recevoir de ce côté, qui vont s'occuper d'eux. Ce n'est pas des Blancs, c'est des Camerounais. Alors pourquoi ne pas faire rentrer ces gars ici au Cameroun en disant que nous vous proposons des salaires de bonne qualité, au lieu de 225 000 en tant que spécialiste, on procède par comparaison. Vous avez une maison de fonction comme tous les ministres et tous les directeurs, vous avez un véhicule de fonction, vous avez X, et en compensation, vous versez ça dans un premier temps, avec échelonnement, avec les indices et tout. Voilà, j'espère qu'on est entendu de la part des gens du
ministère de la Santé publique au Cameroun. Est-ce qu'il y a des réactions de téléspectateurs sur cette question concernant les médecins bien quand sûr. même? Voilà, donc on nous dit le problème c'est le système. Tu as fini ta formation pour trouver un travail, c'est un problème. Parfois, tu arrives, on te demande de baisser ta culotte. Ça, c'est pas normal. C'est la corruption qui est le cancer dans ce pays. Donc, un autre message qui nous dit le plateau technique est embryonnaire. Ajoutez à cela le salaire dérisoire. Tout cela n'est pas motivant. Et bien plus, il n'y a pas une politique étatique qui permet d'insérer les médecins de la diaspora. Mais quel bien cela ferait au pays s'ils revenaient? C'est M. Ewoti de Yaoundé. Sam Severa, j'avais réussi ce SMS pour dire quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des pathologies que lorsqu'on rencontre dans le nord, l'extrême nord, la Damawa, on est obligé de monter uniquement à Yaoundé? Alors imaginez-vous une famille qui n'a pas d'argent, une maman qui n'a pas d'argent, qui veut la guérison de son enfant, ou la guérison de son mari, ou même sa propre guérison. Elle va devoir prendre le train, les frais de transport, arriver à Yaoundé, passer des nuits à la gare routière, à la gare ferroviaire, en attendant rencontrer, si possible, un spécialiste suivant son calendrier et suivant ce qu'elle aura dans la poche. Mais c'est grave, Maman Fouda, c'est grave, monsieur le ministre. Alors, vous interpellez le ministre, et pour cela, on se parlait en disant que ce serait quand même bon qu'on ait aussi à la tête de ce département un spécialiste de la question. Il n'est pas bon qu'on ait un polytechnicien, même si ce sont des fonctions politiques comme Issa Chiroma nous le rappelle généralement, mais puisque c'est du domaine de la santé, bon, on pourrait espérer avoir un médecin ou bien quelqu'un qui s'y connaît, hein, comme ayant une position de choix au niveau de ces ministères. Même si aussi, hein, parce que je vais relativiser, par le passé, on a eu le professeur Joseph Mbédé et puis comme secrétaire d'État, le docteur Simon Bolivar Njami Wanji, qui n'ont pas beaucoup prospéré en ces qualités-là, mais sait-on jamais, on peut encore essayer d'avoir des gens qui connaissent le circuit. Voilà. Restez avec nous, on parle sans transition à présent de politique, des femmes journalistes, mais aussi de paix au Cameroun, à la faveur donc d'un atelier qui doit se tenir cette semaine, portant donc, on parle d'un atelier plurirégional, portant sur la formation des femmes journalistes, voilà, par rapport à 2018. Donc pour en parler, la promotrice, qui est la présidente d'une ligue internationale chargée de la promotion des droits de la femme. Voilà. On ne la présente plus vraiment, madame Jacqueline Sylvie Ndogmo. Bonjour, bienvenue. Bonjour Sam, bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox TV. Vous voulez réagir sur le petit sujet de tout à l'heure concernant les médecins, par exemple? Oui, un tout petit peu. Je voudrais simplement dire que tout ce que les autres ont dit est pertinent. Il y a un problème de formation, il y a un problème de nombre, mais aussi un problème de frustration. Parce que le peu qui est présent, quel est le traitement qu'on leur réserve? Donc c'est ça. Donc, et je voudrais peut-être partager l'avis contraire hein, par rapport au plateau technique. Même s'il y a moins de médecins, il vaut mieux que le peu qui est là ait un bon plateau technique. Ça leur permettrait d'être plus efficaces. Mais je voudrais rebondir sur ce cas qui fait peur, qui fait froid au dos. Quelqu'un qui refuse de se faire soigner par son propre fils. C'est tout dit. Ça veut dire qu'il y a des voies de contournement au Cameroun qui, en fait, sont des suicides, des voies de suicide. C'est grave dans l'armée. Mais c'est très grave. Donc, c'est pour dire qu'il faudrait honnêtement, très honnêtement, nous parlons de santé, nous parlons de vie. Et l'État doit prendre ce problème avec beaucoup de sérieux. Parce que quelqu'un disait, il y a quelques années, il y avait une grève des enseignants. On a, pour contourner la grève, on a essayé de voir des personnes au quartier quoi, qui viennent corriger. Bon. Et il y a quelqu'un qui a posé la question, si tu arrives dans un hôpital, on te dit celui-là, on allait le rencontrer au quartier, tu dois être opéré, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire à chaque fois, on n'aura pas toujours des solutions de réchange. On peut réchanger, on peut blaguer, mais au niveau de la santé, ce n'est pas possible. Donc il faudrait véritablement que beaucoup de sérieux soient accordés, mais déjà que ceux qui exercent sur le terrain soient traités de la manière la plus efficace possible. Quoi. Et qu'on répartisse aussi bien pour les zones comme le Nord, le Grand Nord, l'extrême Nord, la Damawa, qu'il y ait des médecins spécialistes. Moi j'ai perdu une tante hier, hein. Elle est morte hier, mais elle réside, pas elle réside à Yaoundé, mais elle est morte à Yaoundé parce que justement, elle allait pour ses soins. Donc c'est que pertinent, elle venait de l'Ouest. Voilà. C'est pertinent parce qu'il n'y avait pas quelqu'un à l'Ouest pour pouvoir la prendre à charge. Elle a fait 3 mois là-bas avant de mourir. Voilà, merci beaucoup madame Jacqueline Ndogmo pour ces précisions qui viennent à la suite de ce sujet opportunément choisi ce matin, puisque se tient donc à Yaoundé également le forum dit de la diaspora camerounaise avec au cœur du débat donc le rôle et la place des médecins qui sont nombreux en milliers de nationalités camerounaises exerçant toujours à l'étranger, n'ayant pas de possibilité de venir s'installer et d'exercer dans leur propre pays.
On va donc parler de cet atelier des femmes journalistes. Mais d'abord, je souhaiterais que vous puissiez nous dire c'est quoi la Ligue internationale pour la paix. Alors, c'est en anglais, hein, vous parlez de Women International League for Peace and Freedom. Vous en êtes la représentante pour le Cameroun. C'est quoi? Oui, merci. La Women International League for Peace and Freedom, en français, Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, est une ONG qui a 102 ans cette année. En réalité, elle a 102 ans. Elle est née au lendemain de la Première Guerre mondiale. Parce que les femmes se sont rendues compte à cette époque qu'il y avait beaucoup de dégâts qui étaient causés du fait de la guerre. Et elles sont levées, c'était 1136 femmes, et elles ont marché pour dire non à la guerre, non au conflit. Et elles ont décidé donc de mettre sur pied la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, afin de contribuer à leur manière à réduire tout ce qui a comme conflit, à atténuer tout ce qui a comme conflit, à apaiser les situations conflictuelles dans le monde. Donc la Ligue essaie de contribuer à la paix à travers la construction d'un mouvement de femmes artisanes de la paix. Des femmes qui partout dans le monde prennent des initiatives en faveur de la paix. Et pour le cas du Cameroun, hein, je voulais précéder Charles Armel parce que j'imagine qu'il a envie de vous demander ce que vous avez déjà fait dans ce sens-là au Cameroun. Allez-y, Charles Armel. Vous avez déjà posé ma question. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu des différentes actions que vous avez menées sur le terrain, parce que c'est important, puisqu'on parle de la femme qui est au centre, la femme qui passe le temps à réclamer toujours de l'équitabilité au niveau des droits et tout. Qu'est-ce que vous avez réalisé déjà avec les femmes du Cameroun? Oui, je voudrais déjà dire, s'il vous plaît, de ne plus toujours dire la femme qui passe le temps à réclamer. Oui, c'est pas bon. Ça qu'on a habitué. Ça s'appelle des stéréotypes, c'est des idées arrêtées par rapport aux femmes. Alors que le combat que nous menons n'est pas un combat homme contre femme. Non, non, non. Nous parlons de la suivi, le développement de notre nation. Il ne s'agit pas des femmes, ni seulement des hommes. Il faudrait que les femmes et les hommes se mettent ensemble pour faire avancer la cause. Maintenant, comme il a dit, je représente la Ligue internationale en tant que président de la section du Cameroun qui officieusement est né en 2012, mais officiellement en 2014. Nous avons des actions selon plusieurs axes. Il y a un volet politique, je commencerai par celui-là. Le volet politique nous permet d'adresser les questions politiques. Est-ce que le Cameroun a ratifié un certain nombre d'instruments en faveur de la paix? Et l'instrument primordial qui parle de la promotion des femmes dans les processus de paix, c'est la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui demande que, c'est les États, hein, c'est pas nous qui demandons, c'est les États qui demandent. Ils ont demandé en 2000, avec l'adoption de cette résolution, que les femmes ne soient plus seulement des victimes de conflits, mais qu'elles soient également des agents. Parce que les statistiques sont claires, les études l'ont démontré partout dans le monde, que les femmes sont présentées beaucoup plus comme les victimes. Elles sont des victimes, mais est-ce que ces femmes-là ne peuvent pas être des agents? Donc la résolution vise à accroître, à promouvoir la participation des femmes dans les processus de paix. Ça, c'est le volet politique. Donc, au niveau du Cameroun... Mais vous parlez de conflit. Est-ce donc dire que le Cameroun est en période de conflit? Permettez-moi de chuter, s'il vous plaît. Je vous en prie. Donc, sur ce plan-là, l'action que nous menons, c'est un plaidoyer afin que le Cameroun ait un plan d'action national. Ça a été recommandé par les Nations Unies. Et c'est une action... Parce que le plan d'action national, ça veut dire quoi? Que les actions seront concertées. Le MINPROF, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, le MINDEF ne pourrait pas prendre des initiatives sans savoir qu'il y a une catégorie là, qui sont les femmes qui doivent être intégrées. Parlant de quoi, pour répondre à votre question, vous parlez comme le sous-préfet en 2006, qui, quand ils sont allés légaliser l'association, il dit, mais madame, pourquoi vous voulez faire légaliser une association? C'était Women Peace Initiative à l'époque, de paix aux femmes alors que nous sommes... de paix, alors que vous voulez montrer que nous sommes en conflit. Et j'avais répondu, le Cameroun est un pays en conflit latent. Conflit latent veut dire quoi? Apparemment tout va bien, mais tout ne va pas bien. Si tout allait bien, on n'aurait pas une crise aussi profonde que celle que nous avons dans le sud-ouest et du nord-ouest. On n'aurait pas de médecins, on n'aurait pas de grève partout dans le monde. Non, c'est le semblant et c'est très dangereux. Il vaut mieux avoir une guerre ouverte que d'avoir des conflits latents. Et je voudrais vous rassurer, en matière de paix et de sécurité, il ne s'agit pas de régler ce qui est déjà né, il s'agit de prévenir. C'est pourquoi la Ligue a une action. Son action prioritaire, c'est sur la prévention des conflits. Et sur ce plan-là, je reviens donc sur la deuxième action que nous menons. C'est sur le travail de terrain. Le travail de terrain se résume en quelque chose, soit des formations ou des causeries éducatives. Je voudrais juste prendre deux cas pour vous dire ce que nous avons fait. Nous sommes allés à Tombel, nous sommes allés à Bonabéry il y a quelques années pour discuter avec des jeunes de tout petits. On leur parlait de la paix, ce que c'est que la paix. Et leur prendre des exemples, ce qui se passe dans d'autres pays, afin qu'ils comprennent, parce que c'est un processus, il s'agit de transformer les mentalités.
Il y a juste 2 semaines, nous sommes allés à l'orphelinat, la main dans la main, à Bonamousazi, pour parler aux enfants, et même les enfants déficients, les enfants avec des handicaps, de ce que c'est que la cible n'est pas mal. À Yaoundé, choisie. l'autre jour, vous avez eu une activité à Très Yaoundé. bien. Oui. Justement, à Yaoundé, Oui. il y a un mois, justement, c'était, on initiait un processus de médiation, un réseau de femmes médiatrices au Cameroun. Pourquoi nous avons pensé à cela? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de conflits et parfois des tensions. La façon dont ils sont gérés n'est pas toujours efficace. Mais en termes de prévention des conflits, l'une des méthodes est la médiation. Comment faire pour éviter que les conflits ne prennent une proportion très grande, quoi. Donc, alors, il y a des actions de médiation qu'il faut faire. Vous savez bien ce qui se passe dans le nord et le sud, vous êtes au courant. Ça veut dire les ministres sont descendus, les députés, etc. Mais toutes ces personnes-là doivent être étudiées. Bon, déjà, le médiateur a un certain nombre de qualités. Hein. Bref, il faudrait des médiateurs pour appeler les uns et les autres dans des parties à conflit à revenir à des meilleurs sens. Donc vous œuvrez dans le nord-ouest et le sud-ouest en ce moment? Nous œuvrons dans tout le Cameroun à travers nos... Non, je dis par rapport à la crise, puisque c'est un conflit. Oui, bien entendu. Le réseau de médiateurs qui est mis sur pied ne va pas que régler le problème de la crise du Nord. Tout ce qu'il y a comme conflit, il s'agit d'un réseau qui doit pouvoir accompagner les actions du gouvernement. On doit savoir qu'il y a un groupe de femmes là-bas qui est capable de descendre, peut-être à l'extrême, je prends un exemple, ou alors à Tchang dans mon village, pour essayer de discuter avec des parties dans un conflit précis. Maman, pardon, n'oublie pas de descendre aussi pour moi. Oui. Quand il y a un problème dans un couple, vous descendez aussi. Pour les maris qui frustrent leurs épouses, En réalité, tendance, je voudrais te dire, en général, nous recevons des gens Parce que au dans les bureau. couples aussi, on parce a que besoin ton de mot faire. me frustre. Je Voilà, voudrais vous dire, une descente sur le terrain. Tendance me fait parler de la raison pour laquelle je suis ici, cet atelier des femmes journalistes. L'une des raisons pour laquelle nous organisons cet atelier, c'est une étude que nous avons menée au Cameroun sur l'impact des conflits sur les femmes et les filles. Et il y a d'abord eu un travail d'identification des types de conflits. Et tendance, je peux te rassurer, les conflits dans le couple sont ressortis comme un conflit majeur au Cameroun. Mais le premier conflit qui était ressorti, c'est le conflit domaniaux. Et maintenant, il y a des solutions qui ont été proposées par rapport à tous ces conflits, le dialogue, bref, c'est pourquoi je voudrais rassurer tendance quand nous recevons des femmes, n'est-ce pas, qui viennent nous dire, des hommes également, voici ce qu'il y a comme problème, ce que nous faisons, c'est des médiations. Il faut qu'avant que ça n'arrive à un degré insoutenable, qu'il y ait quelque chose qui soit fait, quoi. Donc on écoute, il faut d'abord écouter, parce que la médiation veut dire d'abord vraiment écouter. À notre niveau, nous le faisons. Nous écoutons les femmes, nous essayons de faire des petites médiations, quoi. Maman, tu vas m'écouter après et tu vas faire une descente sur le terrain. On va rendre ça public. Je vais mourir asphyxié, Sam. Non, tu... Je dis à quelqu'un va me déposer, que tu sais qu'il part où. Ça va sortir dans les médias. C'est sorti. Alors, je dois rappeler que Madame Le Goumo est parfois inarrêtable. Donc, Nagui Mbombo, vous supportez que j'introduise le thème central, effectivement, sur cet atelier pluri-régional portant sur les femmes journalistes, formation aux femmes journalistes. Alors, pourquoi les femmes journalistes à l'horizon 2018? Madame. Oui, je voudrais dire, dans le travail que nous menons, nous avons un certain nombre de partenaires. Et tout ce que vous faites, si vous n'associez pas les journalistes, vous ne pouvez pas réussir. Les journalistes ont un pouvoir très important et nous parlons de paix. Aucune action de paix ne peut avoir une solution si les journalistes ne sont pas impliqués. Pour l'instant, on parle de femmes journalistes. Oui, il est question, bien entendu, quand nous parlons, je voudrais que sachez que quand on parle de femmes, en réalité, même au niveau de la promotion de la femme, il y a un problème de quota. Parmi les femmes journalistes, nous avons un quota d'hommes également. Mais il est simplement question de rallier à travers cet atelier, de rallier les femmes 50, parce qu'il y aura 2 ateliers, un à Douala et un à Bertois, de rallier 50 femmes journalistes à une initiative que nous dénommons cellule d'alerte des femmes. Alors, comme je l'ai dit tantôt, l'étude a révélé un certain nombre de conflits et l'une des recommandations issues de l'étude, c'était la mise en place des mécanismes d'alerte précoce, c'est-à-dire agir avant, prévenir. Et l'un des mécanismes d'alerte précoce, c'est la cellule d'alerte des femmes. Ça veut dire, c'est des femmes, c'est une cellule qui est mise sous pied. D'abord, elle est virtuelle, avant d'être physique. En ce qui concerne les élections, cette cellule a une caractéristique. Elle est virtuelle avant les élections et pendant les élections, la cellule est physique. Avant les élections, il s'agit de rallier des femmes, n'est-ce pas, à une campagne d'éducation à la paix, à une campagne de prévention des conflits. Ça, c'est avant. Et pour rallier les femmes
que ce soit journaliste ou pas, à une cause, il faut qu'elle sache de quoi il est question. Donc il est question d'édifier les femmes journalistes, déjà au processus électoral, parce que cette initiative rentre dans le cadre d'un processus. Deuxièmement, de les impliquer dans cette initiative en termes de prévention des conflits, en termes de résolution des conflits, quand ils vont naître, si jamais ils naissent au moment des élections. Oui, bon. Non, Sam, je suis abstenu de poser la question parce que cette ligue-là m'embarrasse, Sam. Elle est née, c'est cette ligue-là qui a mené en Europe le fait qu'il n'y ait plus de dot dans ce pays. Donc moi, comme traditionnaliste, oui, parce que après la guerre, il y a eu beaucoup de femmes qui sont restées en célibataire, il y en a veuves et tout de suite, mais bon. Mais leur action est bonne. J'aimerais donc qu'elles réagissent parce que la Banque mondiale également avait fait une étude ici, je pense en 94-95. Il s'est trouvé dans une école à Douala, je pense que c'était en Dombé à Lubaba, que toutes les femmes là sont tombées enceintes. Et avec des congés de maternité, on fait quoi? Voilà un problème. Est-ce que vous intégrez ça dans le rôle de la femme? Vous dites la femme elle doit être, maintenant les journalistes, elle doit être médiatrice, ainsi de suite. Mais il y a des moments où elle n'est pas de par la nature, elle n'est pas disponible. On fait comment à ce niveau-là? Je voudrais déjà... C'est un stéréotype aussi. Non, je voudrais dire que la mission de la Ligue est claire. Interroger les causes profondes des conflits. Pourquoi est-ce qu'il y a des conflits? N'est-ce pas? C'est de ça qu'il est question. Tout ce qui peut contribuer d'une façon ou d'une autre à raviver les conflits, nous interrogeons cela. Ça veut dire, si je prends le cas du Cameroun, si on va à l'extrême nord et on détruit, on tue tous ceux qui sont Boko Haram. Si dans le cas de la crise anglophone, on estime qu'il y a des gens qui en mettent, on n'a qu'à les tuer. Mais ça ne va pas régler le problème. Mais il y a des zones où la femme, de par son statut, elle n'est pas accessible aux femmes. C'est pour ça justement que la Ligue existe. Et c'est l'importance de la résolution 1325, de la présence des femmes dans les missions et les initiatives de paix. Parce que quand les femmes sont dans des missions, des initiatives de paix, elles permettent d'accéder aux autres femmes dans les communautés. Elles permettent de poser des problématiques qui sont difficiles à poser quand nous avons des hommes en face. Ça, c'est un problème, n'est-ce pas? Peut-être qu'il n'est pas forcément lié à cette question, mais si des femmes sont enceintes quelque part, pourquoi elles sont enceintes? Si c'est enceinte, peut-être vous parlez du cas comme celui du Libéria, parce que je me rappelle au Libéria, il y avait une mission de paix qui était arrivée dans le pays, n'est-ce pas? Et au moment où la mission rentrait, c'était le deuil national à l'aéroport. Parce que c'était des femmes enceintes qui traînaient des enfants, parce que la mission avait causé beaucoup plus de dégâts que de solutions. Donc c'est pour dire, si ces femmes sont enceintes, du fait, n'est-ce pas, de certains hommes, de certaines personnes mal intentionnées, à ce moment... C'est un stéréotype aussi, madame. Non, à ce moment, des actions sont menées. C'est pourquoi, même dans le cas dont je viens de parler, l'Union africaine a compris la nécessité de former les contingents. Maintenant, prenons un cas précis. Est-ce qu'une délégation de femmes peut négocier avec chez Kaou, par exemple, pour que le conflit avec Boko Haram s'arrête? Absolument. Absolument. Je voudrais vous dire... Absolument. Je voudrais vous dire... Quand vous dites comment c'est là, je voudrais vous dire, à l'extrême nord, en ce moment, nous avons une organisation, il a dit, il y a des gens qu'on ne cite pas parce que nous parlons d'une crise, n'est-ce pas? Oui. Dans des communautés, nous avons une organisation partenaire là-bas. Peut-être que ce n'est pas encore au niveau de... on cherche. La médiation se trouvait des failles. À ce niveau, même au niveau des chefferies, ces femmes discutent avec les chefs pour identifier certains jeunes. On essaie de leur parler afin de changer. Donc c'est un processus. Et chez Kao, ça dépend. Ça dépend de comment il est abordé. C'est pourquoi il y a des techniques pour cela. Et je vous assure... Par rapport au radicalisme, madame, parce que c'est des radicaux. C'est des radicaux par rapport au principe du Coran et des Le radicalisme, ça s'oppose il faut convaincre, n'est-ce pas? La négociation, il s'agit de négocier, il s'agit d'être tolérant. La femme a-t-elle parlé? Je voudrais vous dire, n'est-ce pas, ça prend peut-être beaucoup de temps, mais on va y aller. C'est pour ça que nous sommes là. Très bien. Alors, Megui, rapidement. Oui, mais il faut dire que notre invitée est très exubérante. Elle a parlé de beaucoup de choses, ce qui fait que ça rend un peu la tâche compliquée pour lui poser une question. Parce qu'elle a déjà répondu à presque toutes les questions. Est-ce qu'il y a une question mais moi, je voulais quand même demander à madame, alors c'est bien beau, hein, votre initiative, je la loue, mais est-ce que vous ne pensez pas plus à focaliser déjà votre action sur la conscientisation, l'éducation même déjà des femmes? Parce qu'on a parlé de paix, quand on parle de paix, c'est une paix globale. On a évoqué justement la paix même dans les mariages, justement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut déjà éduquer les femmes? Parce qu'aujourd'hui, on voit des femmes qui réclament beaucoup, mais qui sont en réalité
elles-mêmes actrices de leur propre problème. La situation de la femme aujourd'hui dans des foyers, la situation calamiteuse est entretenue même par les femmes plus que les hommes. Non, je voudrais dire, vous voudrez donner la réponse. Tout à l'heure, j'ai parlé du plan opérationnel de la Ligue. La première action, c'est l'éducation. C'est de l'éducation, c'est de ça qu'il est question. Et ce que nous faisons, à l'époque, il y a quelques années, c'était comme avec les femmes journalistes, c'est-à-dire qu'on les conviait à une salle pour qu'on puisse parler d'une thématique. Les femmes se plaignent du traitement des veuves, mais ce sont elles qui oppriment les veuves. Nous avons eu un souci dans certaines régions. Ce que nous faisons maintenant, nous descendons nous-mêmes dans les communautés, nous descendons dans les églises, nous allons vers les femmes pour les éduquer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des droits des femmes, ou alors quand on éduque les femmes, c'est également à leur devoir. Donc je voudrais te rassurer que c'est la première mission de la Ligue. Ça porte des fruits. L'éducation des femmes et des jeunes. Oui. Moi, je suis Mbombo. Oui. Je suis bien pour le riz de veuvage. Mais c'est les femmes qui font le riz de veuvage aux autres femmes. Et c'est elles qui s'inquiètent que les autres femmes les oppriment. Que vous avez engagé une action dans ce sens-là. Je voudrais dire à Mbombo qu'en 2012, nous avons eu un atelier à Bafoussam sur Jean et VIH-Sida. C'était avec les leaders traditionnels de la région de l'Ouest. Au début, ils ne comprenaient pas bien. Mais à la fin de l'atelier, c'est ces Mbombo-là, les Mbombo de l'Ouest, entre guillemets, qui ont demandé, madame, s'il vous plaît, à la prochaine occasion, est-ce que vous pouvez inviter nos femmes? Mais nous ne pouvions pas le faire, parce que chez nous, à l'Ouest, n'est-ce pas, le chef, déjà, il est en public, c'est sacré. Il ne doit pas avoir les femmes toutes. Donc nous n'avions même pas l'idée d'avoir des chefs et les épouses dans une même salle. Mais la demande, parce que tout dépend de comment. Tout dépend de comment ça se passe. Il est question d'éduquer. Et le Mbombo, c'est de pouvoir comprendre quel est le bien fondé pour sa communauté. Parce que je suppose que si il est un Mbombo, c'est parce qu'il a une autorité morale, n'est-ce pas, traditionnelle. Il y a des gens sous sa autorité. À ce moment-là, il s'agit de faire montrer, de faire comprendre au Mbombo l'avantage de pouvoir éduquer sa population. C'est de ça qu'il est. Revenons sur les droits des femmes par rapport à la citoyenneté. Donc, dans le thème de ce séminaire des femmes journalistes qui se tient à la suite déjà d'un autre, qui s'est tenu peut-être sous l'initiative d'un autre groupe de femmes de la société civile avec le partenariat même de ONU Femmes, c'était ici à Douala 5e il y a quelques jours par rapport aux prochaines opérations électorales. Que peuvent les femmes, qu'attendez-vous des femmes en général vis-à-vis de leur citoyenneté aujourd'hui? Parce qu'on parle beaucoup plus des femmes et des jeunes comme des groupes autour desquels devrait se cristalliser beaucoup de mobilisation à l'horizon 2018. Est-ce que déjà vous êtes dans cette action-là pour les prochaines élections? Oui, je voudrais déjà dire que l'atelier s'organise en partenariat avec la délégation régionale du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille du Littoral. Et comme vous avez bien vu dans les TDR, il y a le premier jour, c'est la formation proprement dite des femmes journalistes. Le deuxième jour, c'est une causerie éducative où nous aurons près de 300 femmes qui sera clôturée par l'inscription des femmes sur les listes électorales. Parce que cette action est menée en partenariat avec ELECAM également. Dans le deuxième jour, il s'agira d'édifier ces femmes-là, de leur montrer l'intérêt à exercer leurs droits de citoyens en allant au vote. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi nous aurons ELECAM qui, juste après la causerie éducative, va inscrire pour celles qui ne sont pas encore les femmes sur la liste électorale. Les femmes journalistes viendront d'où? Les femmes, les 300 viendront d'où? De quel milieu, effectivement? Les femmes journalistes viennent de ces régions, la région du centre, du littoral, de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que la région, l'atelier de Bétois prendra les 5 autres régions en considération. Donc c'est plutôt une grosse opération. On l'imagine, vous êtes beaucoup soutenu par des partenaires internationaux. La section de la Suède de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Oui. Et les 300 femmes viendront du département du Vouri. Du Vouri. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Donc la suite pour les 3 dernières minutes tendance. Présente. Les femmes, on va leur donner les billets, maman. Non, non, justement. Moi, je viens sur les billets d'invitation. Où on fait le je m'invite. Le jeudi, toutes les femmes sont invitées. Donc, le jeudi, papa, on passe par un concours. On se lève comme ça. Le jeudi, toutes les femmes sont invitées le jeudi 29. On arrive là-bas chez à la délégation régionale du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille à Bonanjo, derrière la poste centrale. Là, maman. Moi, oui, ce sera de 8h30 à 13h. 8h30, 13h. Oui. Je ne peux pas manquer. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est ça même. Une question. Merci, tendance. Alors aujourd'hui en France, on doit élire le nouveau président de l'Assemblée nationale, la nouvelle présidente, parce qu'on dit que ça devrait être une femme. Elles sont à 39% désormais représentées à ce palais-là.
Ça veut dire que pour le cas du Cameroun, même si on n'est pas dans le même contexte, stricto sensu, Madame Dogmo, est-ce qu'on peut espérer qu'à l'avenir, le Cameroun soit aussi ce pays de la démocratie qui privilégie la place de la femme? Pourquoi pas? Le Cameroun, il gagnerait beaucoup. Donc, c'est pourquoi les actions sont menées, tant par les OSC que par les partis politiques et même les médias, afin de montrer que les femmes ont également une place à jouer au niveau du pouvoir. Donc, nous pensons, ce n'est pas un rêve. Il faudrait vraiment qu'on travaille à cela. Vous êtes dans l'objectif 50-50 également défini par les Nations Unies à l'occasion de la dernière journée de la femme? Oui, bon, peut-être pas 50-50, il est question d'équité, n'est-ce pas? Ouais. C'est-à-dire, si dans une initiative, c'est des hommes qui sont minoritaires, il est question de voir comment les hommes et les femmes, au même titre, peuvent avoir les mêmes possibilités d'agir. Donc, c'est au-delà de 50-50, c'est de pouvoir permettre que en toute chose, la contribution des femmes et des hommes soit aussi valorisée. Oui, Sam, je partage ce point de vue. D'abord, le Rwanda a pu sortir, a été relevé grâce à cette initiative-là. On parlait, lorsque le processus vient d'avoir commencé, c'était le tiers. Et aujourd'hui également, je pense que le code électoral camerounais prévoit ça. En principe, on devrait éliminer toutes les listes qui n'ont pas au moins le tiers de femmes pour compétir sur les listes, pour compétir aux élections, aux différentes élections. Donc, c'est une initiative qui pourrait aboutir à 50-50 dans l'avenir. Alors, moi, j'aimerais savoir, depuis vous êtes sur le terrain, 2012 de manière officieuse, 2014 de manière officielle, l'ensemble de vos rapports et vos constatations, vous les adressez à qui? Parce que vous partez sur la base civis pacem para bellum, si vous voulez la paix, préparez la guerre. Alors vous adressez cela à qui? Déjà au ministère, le plaidoyer cible également des ministères qui ont la possibilité de pouvoir agir. C'est-à-dire le ministère de la promotion de la femme, de la défense, bref, les acteurs qui sont incontournables à ce qui concerne. Alors comment se passe cette relation? Lorsque vous adressez, quels sont les retours? Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus avec les organisations internationales sur lesquelles vous vous appuyez que sur les structures gouvernementales. C'est une impression, justement. C'est une impression. J'ai dit impression, madame. Je vous rassure, donc c'est une impression parce que toutes les actions que nous menons, notamment ces plaidoyers-là, c'est avec le ministère de la promotion, c'est-à-dire au niveau central. Quel est l'accompagnement? C'est pour ça que je voulais depuis le début, déjà, la société civile ne peut pas initier à elle seule, ne peut apporter un plan d'action. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui relève de la compétence du gouvernement. Donc notre action, au niveau du ministère, c'est d'accompagner, nous accompagnons techniquement le ministère. Donc le ministère, c'est lui qui est devant. Et le ministère travaille avec tous les points focaux, genre des autres ministères sectoriels, y compris de la présidente de la République et du Premier ministère. Donc l'initiative est portée par l'État du Cameroun à travers principalement 3 ministères. Le MINPROF, le MINDEF et le MINJustice. Mais à toutes les rencontres, les points focaux, genre, des différentes autres administrations. Il y a un excellent suivi de la part de toute cette coalition gouvernementale parce qu'on se sera attendu à ce que vous puissiez plutôt être indépendante. Hein, parce que si vous êtes plutôt inféodé aux gens du gouvernement, dont on sait qu'ils ne sont pas toujours enclins à faciliter les bonnes évolutions, on peut craindre que votre action ne soit sabordée, madame Dogmo. Ou instrumentalisée. Oui, inféodé, c'est trop dit. Dans tous les pays, les plans d'action ont toujours été suscités par la société civile. Nous jouons notre rôle auprès du gouvernement. Leur rappeler... Mais la société civile ne se met pas bras dessus avec le gouvernement. Elle reste de son côté. Oui, mais bien entendu, c'est pas bras dessus avec le gouvernement. Elle reste de son côté. Oui, mais bien entendu, c'est pas bras dessous. Mais si bras dessous peuvent donner des résultats, le problème c'est où? Mais à ce moment, ce n'est même pas déjà ça. C'est pas évident. C'est pourquoi les actions sont toujours parfois un peu difficiles. Parce que justement, de l'autre côté, là, on n'a pas toujours la même vision. Mais on ne devrait pas se décourager parce qu'il s'agit d'une question très très importante, la question de paix et de sécurité. Merci beaucoup, madame Sylvie Jacqueline Dogmo. Vous êtes donc la représentante de la section Cameroun de la Ligue internationale pour la promotion de la paix et de la liberté. Vous organisez cette semaine à Douala un atelier plurirégional regroupant donc des femmes journalistes par rapport à 2018, donc la citoyenneté, les élections et la paix. Tout cela sera au menu. Et merci d'avoir accepté en exclusivité, je dois rappeler, c'est le seul plateau que vous avez accepté de faire en prélude à cette opération. Voici le Zénith pour la suite. C'est en musique et on vous retrouve pour la deuxième. Voilà, merci à Annie Anzouer en association avec Caresse Fosso. Je dois préciser qu'à propos de Caresse Fosso,
Celle-ci fait partie vraiment des artistes majeurs dont le Cameroun peut se targuer d'avoir à l'instant, puisque sur la scène internationale, elle est l'une des rares qui fait des concerts dignes de ce nom, parce qu'il y a beaucoup d'artistes camerounais à l'étranger qui prestent plutôt très souvent dans les anniversaires et autres cérémonies des gens bien de l'Europe. Mais pour Caras Fosso, ça se déroule dans des vraies salles de spectacle et elle a pu chanter cette chanson belle avec Annie Anzoué qui n'est pas des moindres, elle aussi, je crois. Moi, voilà mes artistes préférés à l'Ossam. C'est que les artistes ici au Cameroun, ils sont partout, vulgaires. L'inauguration du col box, ils sont là. L'inauguration du bar, ils sont là. Le voix bébé, ils sont là. Quand vous faites comme ça, on ne vous respecte même pas. Les artistes qui chantent même faux, on ne les connaît que dans leur famille. Non, mais il faut préciser pendant ce qu'ils sont payés. Ceux qui viennent au voir bébé sont payés. On les verse de l'argent pour qu'ils viennent chanter. Très bien. Merci beaucoup. On va aller un peu au pas de course avec 2-3 messages avant la revue des réseaux sociaux. Voilà, ce n'est pas mauvais d'aller chez sa belle-mère dans ce genre de situation, mais il est important que les tourtereaux soient tous d'accord, car il y va du moral de la fille qui peut être affectée, dont la grossesse peut être affectée. L'idéal serait donc, après l'accouchement, d'y aller après l'accouchement, car la zone est reculée et on ne sait pas ce qui peut se passer pendant le dit accouchement. C'est Nadine qui signe ce message depuis Chang. Donc, un autre message qui nous dit... voilà, le fait pour le gars de dire à sa copine est une preuve de son engagement, car d'aucuns ne pensent jamais à présenter leur petite amie à la famille du fait qu'ils ne sont pas certains de ce qu'ils vivent avec la dite fiancée. C'est Constantino, toujours depuis la ville de Chang. La preuve de l'engagement, c'est auprès de sa belle famille, pas auprès de sa famille propre. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Meggy. Les messages, si nous avons le temps, en dernière partie de ce programme, on va donc de ce pas aller voir ce qu'il en est des réseaux sociaux avec vous toujours. Oui, la revue des réseaux sociaux qui sera rythmée de 2 informations majeures, notamment cette actualité qui fait le buzz sur la toile. On se rappelle que dimanche dernier, on a eu Cabral Libi qui a été l'invité de l'émission Culte Dimanche avec vous de Serge-Alain Otto sur Equinox Télévision. Donc cette émission qui a fait couler beaucoup d'encre et du salive parce que très attendue, a donc vu la réaction de Marlène Kadi Mvuto qui a produit une lettre ouverte à l'endroit de Cabral Libi. Les grandes lignes, hein, déjà, elle s'opposait au fait que ce dernier se positionne en leader. Voilà, on connaît l'initiative de 11 millions d'inscrits, voilà, promue par Cabral Mvuto. Donc elle dit, pour les grandes lignes, vous êtes au vu de votre parcours complice et bénéficiaire de ce système politique de connivence et de passe-droit, et vous bénéficiez de vous avez bénéficié de favoritisme tant sur le plan professionnel, et vous avez un parcours qui relève d'une quête d'opportunités même alimentaire. Vous êtes un animateur politique converti au Chantal Biaïsme à 16 heures perdu. Donc, aux dernières nouvelles, on a Cabral donc, qui a réagi justement à cette lettre de Marlène Mvuto. Je vais prendre juste un extrait. Et il nous dit je réprouve avec fermeté l'injure, l'insulte et l'invective que certains qui se montrent sympathiques à mon égard lui opposent à Marlène Mvuto. Cette tribulation personnelle retentissante dans son parcours ou ses parcours qui ont fait d'elle une identité positivement ou négativement remarquable et qui justifie que je m'arrête quand elle veut s'associer à mon image, mettre peut-être en péril sa légitimité à faire la leçon, mais ne la prive pas dans l'absolu du droit de donner son avis sur qui ou quoi que ce soit. Donc, relativement au point évoqué par Marlène Mvuto, il a répondu pas à pas et on vous en parlera peut-être dans l'édition suivante. Très bien. Alors, plus loin, elle dit, elle précise donc dans sa lettre, un pamphlet que vous n'avez jamais été, je vais me retrouver, un étudiant brillant à l'université de Yaoundé 2. Et puis, il y a l'évocation au Chantal Biaïsme, je crois que c'est lié à sa participation, celle de Cabral, au colloque concernant Chantal Biaï à l'université de Yaoundé 2 avec Mathias Owonangini. Bon, maintenant, je ne sais pas si Cabral était vraiment partie prenante. Alors, première observation sur la forme d'abord. Mbambok Megan, je crois que Cabral n'aurait pas dû répondre, à mon avis, parce que il me semble qu'à cet effet, Marlène a dû atteindre son but qui était de faire parler d'elle et de faire réagir le principal intéressé, qui aujourd'hui
doit avoir un destin national, comme c'est en train d'être programmé, mais qui ne peut pas se retrouver en train de répondre à la moindre observation qui peut être faite. Il aurait pu s'attendre à ce type de choses. Ça, c'est mon avis personnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon. Moi, je pense que pour ce cas, s'il est très jeune, il faut qu'il réponde. Il va s'abstenir de répondre plus tard, quand il va développer son projet de société. Mais il y a quand même certaines zones d'ombre qu'il veut essayer d'analyser, parce que vous avez parlé de ce colloque-là, qui, pour certains, la présence de Onan Guinée n'a pas été bien appréciée, donc il faudrait qu'il réponde. Mais là, que d'autres personnes auraient pu répondre à sa place, par exemple. Non, lui-même, parce que c'est ça qui montre l'engagement, en fait, qu'il est pour les jeunes, et que les jeunes, il va montrer sur le plan scientifique, qu'est-ce qu'il a fait là-bas, pourquoi il a fait ci ou ça. C'est d'abord davantage. Mais moi, je viens à ceci que Marlène, je vois, elle veut se faire voir en réalité. Hein, parce que lorsqu'elle dit que notre pays souffre de l'incapacité de sa jeunesse à saisir les enjeux du moment, j'ai dit, elle fait tout faux. Effectivement, elle devrait donc apprécier, parce qu'elle se contredit même quelquefois en disant, oui, toi comme moi, nous admirons Macron. Mais pourquoi elle s'offusque alors qu'un jeune comme elle commence déjà à poser les problèmes du pays? Et donc, un problème. Et là où elle a alors fait tout faux, c'est qu'elle dit le Cameroun en 1960 était administré comme un territoire français où il suffisait de savoir lire et écrire, on vous donnait un poste. J'ai dit c'est faux. Le Cameroun est administré comme le territoire français depuis 1946. Donc, deuxièmement, elle a fait d'oublier, elle est boulot d'origine, elle a fait d'oublier l'apport des missionnaires américains là-bas. Vous savez, vous parlez souvent de l'école de Foulassi, mais en réalité, son nom, c'est École Camille Chazot. Donc, l'école Camille Chazot, qui forme depuis 1923-1924 l'élite camerounaise de l'époque. De 1924 à ce jour, en 1960, elle a quand même formé une élite. Notamment, vous avez parlé et en plus, en dehors de ça, il y avait des gens comme le père de Kalalobé. Et oui, Kalalobé qui était là, docteur Bébé Yidi ici. Et là-bas, vous pouvez prendre que la province du Sud. Le père même de Mebengo, Ngomebe, qui était l'ami de Goumniobe et tout ça. Donc, alors, en réalité, elle oublie se cacher derrière une telle sortie. Bon, c'est vrai que elle est vraiment descendue assez bas parce que Marlène, parce qu'elle dit qu'elle se serait attendue à ce que Cabral puisse renoncer à on va dire, je ne sais pas, à une nomination ou, enfin, comme chef de chaîne adjoint des campus FM, je ne sais pas si c'est une vraie promotion que d'être chef de chaîne adjoint. Et elle fait le parallèle avec Tchadé et Oné, qui appartient à la même tribu que lui. Bon, Charles Armel, avant tendance, comment vous percevez... Je vais dire quoi, ça tu veux qu'elle me bloque encore? Oui, bon, Charles... Elle m'a débloqué sur Facebook, tu veux qu'elle me bloque encore? Si c'était moi Cabral, il ne parlait pas, la femme, non, la bouche qui parle trop détruit. Nous sommes les familles, à ce qu'on appelle le buzz du Facebook. Parfois, quand tu restes, on ne parle pas de toi. Donc, quand tu reviens encore, c'est pour créer le buzz, pour qu'on parle de toi. La preuve? La preuve, vous-même, vous voyez. Voilà. Je veux plus voir qu'elle me bloque ça. J'aime les deux. J'aime Cabral, j'aime Marlène. Alors, qui est Marlène Mfoutou? C'est l'histoire d'une femme fatale de l'espace public camerounais qui est née à la faveur d'un projet Aspire Football Dreams. C'est un projet des Qataris avec notamment des gens d'une équipe de football, notamment le Barça, qui était arrivé en Afrique pour permettre l'éclosion de jeunes talents. C'est comme cela qu'elle a pu se faire connaître à travers ce projet au Cameroun et par la suite, elle en était sortie, même s'il y a eu quelques belles aventures autour de ce projet-là. Et par la suite, donc, quand elle a voulu devenir présidente de l'Africa Foot, c'est là où tout a commencé à se gâter pour elle. Et elle s'est retrouvée à la case prison. Elle en est ressortie quand même ragaillardie. Maintenant, de temps en temps, elle ne rate pas une occasion pour se faire entendre. Le cas avec le clash de Nathalie Quoi, il y a eu aussi récemment le clash avec... Madame Calixte Beyala. Beyala, ouais. Alors, Charles Armel Bachou. Non, peut-être avant Charles Armel. Votre production sur le sujet, elle est très attendue. Avant Charles Armel, j'ajoute justement à votre suite, non? Marlène, pourquoi Cabral a répondu? Précisément parce que nous connaissons Marlène. Cet épisode avec Batamak, je l'ai vécu. J'ai même été à leur côté. Et précisément, Marlène était... Elle est toujours, elle peut me contredire. Elle est prête à tout. Hein? Non, pas prête à tout. Elle est encadrée
par les agents du régime, par certains agents du régime. C'est une fille de l'établissement, c'est une fille boule. Voilà, donc en fait, pas, hein. la réponse de Cabral obéit donc en répondant à Marlène, elle répond donc aux gens qui sont cachés derrière Marlène. Voilà, très bien, on a vite donc compris, c'était la question que je vous posais, qu'est-ce qui se cache donc, et elle s'appelle Kadi Marlène Mvutu AKA. Voilà, c'est son nom, tout son nom, pour qu'on sache d'où elle vient. Monsieur Bachou. Vous savez, la poule qui caquette n'a jamais ameuté ou effrayer le coq. Le coq reste le roi de la basse-cour. Pour faire simple et dire que vous connaissez qui est Marlène Mvutu, c'est une femme à scandale, une femme qui verse... Parce qu'elle est pas on n'est plus intelligent lorsqu'on se rabaisse au-dessous de la ceinture. Elle n'est plus intelligente, elle a versé dans la poubelle, souffrait qu'elle-même enlève la boue sur elle, ça me verra. On l'a vu avec Eto'o, dans le cas d'Eto'o, elle est allée jusqu'à définir même la taille, n'est-ce pas, des phallus de certains joueurs. Je l'ai lu, je suis l'affaire de Marlène Mvutu. Marlène Mvutu ne s'est pas gênée. C'est pour ça que j'emploie la gage qui permettrait à tout le monde de comprendre. Sam Sévérin, on l'a vu dans le cas avec Iyad, qu'est-ce qu'elle a dit? On a vu l'ensemble des actions qu'elle a posées sur Bataba. Cravater un individu au vieux sur tout le monde, le menacer, lui rappeler qu'elle sort du sud. J'arrive. Vous m'avez donné la parole, Sam Sévérin. J'arrive. On se retrouve avec le cas de Nathalie Koua, où encore elle a fait la même chose. On se rappelle du cas de Calix Biala. Donc j'estime que lorsqu'elle voit quelqu'un qui veut éclore, quelqu'un qui veut sortir de l'ordinaire, par des gens et par des voix qui lui sont bien propices, elle emploie des expressions pour le rabaisser. J'estime à ce niveau, déjà d'un, elle a fouillé dans la vie, elle démontre par là, entre guillemets, qu'elle a fait une fouille dans la vie de Cabral Libri, parce que ce qu'elle rend public, ce qu'elle semble faire découvrir est une chose qui est déjà connue pratiquement par tous, parce que lorsqu'il dit oui, je m'engage, beaucoup de personnes commencent à fouiller dans la vie de Cabral. Les gens commencent à fouiller dans son Facebook, fouiller un peu dans sa vie, discuter avec qui. On va jusqu'à ressortir la photo de son papa, du papa de Cabral Libri. Oui, c'est bien beau. Mvutu aurait été instrumentalisé. Je veux bien continuer, Sam Sévérin, pour vous dire que tous les propos qu'elle est en train de sortir tend à ceci qu'il y a une forme d'instrumentalisation qui se cacherait derrière elle. Suivez le langage. On part d'une strophe à une autre, il y a un ensemble de contradictions. Donc c'est comme si on lui avait fait, excusez-moi l'expression, c'est comme si, entre guillemets, on lui avait envoyé des textos qu'elle aurait reproduit une extension sur la feuille et d'autres qui lui seraient propres. Parce que le français est quelque part abracadabrant, à moins que ce soit un jeu de mots. Alors, je dois quand même rappeler qu'il s'agit d'une femme qui a une tête bien faite. Je crois qu'on en a pu avoir la preuve par le passé. C'est une jolie fille, comme on peut le voir sur cette image-là. Bon, maintenant, elle a choisi. C'est également le résultat de ce que vous appelez aujourd'hui réseaux sociaux, Facebook et tout, où chacun n'hésite pas à sortir. Vous avez eu le cas de plein d'artistes femmes récemment qui n'hésitent pas à faire des sorties chaque fois que ça leur pique par la tête. Elles disent tout et n'importe quoi. On sort par vous sur cette affaire. Ben, sur cette affaire, qu'est-ce que je vais dire? On est désormais habitué aux sorties de Marlène Mvutu sur un tel sujet ou sur un autre. Donc, moi, tout ce que je remarque, c'est l'agitation quand même qui se fait depuis l'annonce, entre guillemets, de la future candidature de Cabral Libri. Ça veut dire qu'il a quelque chose de... Je ne sais pas, qu'on lui reconnaît quand même quelque chose, s'il arrive à agiter autant de... Maintenant, la sortie de Marlène Mvutu, comme disait Mbombo et Charles Armel, ça dénote quand même d'une certaine instrumentalisation. Parce que quand on lit cette lettre, on voit des éléments qu'elle énumère. C'est comme... Ça veut dire que peut-être vous ne la connaissez pas trop bien. Je peux vous garantir que je connais le personnage parce qu'ayant cheminé à ses débuts, à ses côtés, jusqu'à l'étranger, elle ne se fait pas instrumentaliser. Elle dit ce qu'il vient du fond d'elle. Elle n'a pas peur de ce qu'elle pense. Je parle des éléments. Bon, voilà. Peut-être c'est le cas, mais bon, tout compte fait, elle est dans son droit, pouvoir dire ce qu'elle pense. Voilà. Elle est dans son droit. Voilà. Pourquoi elle n'a pas pensé créer un parti politique elle-même? On l'aurait suivi si elle avait créé un parti politique. Je ne citerai pas le nom de ces au gradé de la gendarmerie avec que je me suis retrouvé avec elle, justement dans l'affaire Batamak. Et ce haut gradé de la gendarmerie lui a dit, on ne t'a pas dit de faire ça. Voilà, je ne citerai pas. Et d'ailleurs, on a vu la façon cavalière avec laquelle elle est sortie. Voilà, donc vous demandez donc des réponses dans une télévision. Elle a un statut assez particulier. Pour dire pardon à M. Batamak précisément parce qu'en haut, on lui a dit, on ne t'a pas dit de faire ça. Très bien.
Ça, c'est du Marlène Mvoutou, pur et craché, voilà, à travers cette autre sortie. Voilà, deuxième et dernière information. Voilà, deuxième et dernière information, justement, on est encore dans la semaine de la fête du Ramadan. Donc, du côté de Bamenda, dans le nord, voilà, de Bangolan, voilà, dans le nord-ouest, la population qui a donc publiquement brûlé les dons en sucre offerts par le député Fin Djifoun, voilà, offert à la mosquée centrale de Bangolan, ce Djingoum Moussa, voilà, député du RDPC, il a offert des dons à cette population musulmane à la mosquée centrale de Bangolan. Et donc, les bénéficiaires ont choisi de brûler et dire qu'on n'en a pas besoin, notre problème se situe ailleurs, arrêter avec les subterfuges. Voilà, c'est une bonne réaction de ma part et de mon point de vue. Je pensais que la population du Sud doivent faire la même chose au ministre Moutazé qui vient aujourd'hui. Bon, en fait, ici pour revenir, les gens sont là pour une fête, je dirais, religieuse. Ils se réconcilient avec leur Dieu. Vous n'avez pas à venir à ce moment précis comme représentant du RDPC, d'un parti politique quelconque, pour venir leur offrir des dons. Ce n'est pas ce moment précis. Si vous voulez venir comme homme politique, venez lorsque la situation politique se pose et vous leur trouvez des solutions à est-ce que ce n'est pas justement là où se situe l'amalgame? Est-ce qu'il a fait des dons en tant que député ou en tant que personne, en tant que Djingoum Moussa? Maintenant, peut-être c'est les populations qui ont vu en lui le député qui offre et qui au vu de la situation qui prévaut dans cette partie du pays, ont réagi de la sorte. Pourquoi prendre d'abord et brûler? Non, ils n'ont pas pris tendance. On a déposé. Pourquoi vous brûlez? Les gens avec qui il est venu ont déposé. Moi je pense tendance que dans certains villages, vous voyez des gens, des marginaux dans certains villages, parce que lorsqu'il va venir, veut prendre la parole, on lui dit, quand tu étais aux affaires, qu'est-ce que tu as fait pour nous? Qu'est-ce que tu as fait pour ton village? Je pense que c'est cette question que les populations de Bangolan ont notamment posée en disant, depuis que nous souffrons ici dans le nord-ouest, quelles sont les actions que vous avez posées pour pouvoir ramener à la paix? On ne vous a pas vu. Aujourd'hui, on vous voit apparaître. Je me dis, ça c'est un guillemets, je me dis que c'est peut-être ça qui a poussé les gens à poser ce type d'action. Autrement dit, ça peut être la colère. Ça peut être que c'est parce que je n'ai pas encore vu, je n'ai pas vu dans les images un musulman, je n'ai pas vu les images d'un musulman tout près de ce paquet. Est-ce qu'il est venu poser à l'entrée, on lui a demandé de mettre dehors le temps qu'il prie, et que ce soit des individus voisins, parce qu'ils ont assisté à la scène, qui s'étaient interrogés, ont vu et sont venus saboter? Il faut se poser toutes les questions liées à cela. Est-ce les musulmans qui l'ont fait? Est-ce les riverains de la mosquée qui ont vu l'action et qui ont venu poser? Est-ce cette interrogation, vous étiez où quand ça brûlait? Même si c'est n'importe qui, est-ce que c'est d'abord normal de brûler quand on sait que les enfants restent... Il y a les maisons où on ne mange pas. Les gens souffrent dans ces dehors. Quelqu'un prend la peine d'aller faire les achats, il prend la route voyager, c'est un risque. Disons que c'est un symbole. Oui, il arrive dans un village, dans notre beau pays, le Cameroun, vous brûlez. Aussi. Donc c'est facile pour vous de brûler. On ne supporte avec pas l'argent les qui gens. est difficile à chercher là. Au lieu de brûler comme ça, c'est mieux d'aller déposer dans les orphelinats ou encore dans les hôpitaux. Il y a les gens qui souffrent dehors. C'est lui l'élu Moi, comment ça local. me C'est fait lui mal? l'élu local. Après, il fallait- Et il n'a pas suppli c'est ces leur populations. député. S'il a suppli ces populations, parce que là, ça me donne encore une autre idée, Non, comment ça il me peut fait avoir suppli ces populations, il n'a pas averti de son arrivée. Parce que je pense que s'il avait averti de son arrivée, qu'il viendrait faire un don, on aurait pris les dispositions pour pouvoir le recevoir, soit récupérer en cachette. Donc Alors j'estime lui que- dit de ne pas venir. de ne pas venir. Donc j'estime qu'il a suppli ces populations. C'était mieux d'acheter les médicaments, aller donner aux malades dans les hôpitaux. En tout cas, c'est un premier signal à l'intention de tous ceux-là qui, lors des périodes préélectorales, s'empressent d'aller flatter les égos de nos populations qui sont dans l'arrière-pays avec des sacs de poissons et autres riz au détriment de bien de choses qui sont attendues en matière de développement. Il me semble que c'est une action plutôt à saluer, puisque c'est un signal fort, comme je le dis, qui a une valeur symbolique indéniable. Voilà, mesdames et messieurs, on va parler d'autre chose à présent rapidement pour aller recevoir l'un de nos invités également qui est arrivé pour nous reparler d'un événement qui a commencé d'ailleurs depuis ce 26. On en avait déjà parlé. Nous accueillons donc monsieur Isidore Joachim Prisokotor. Bonjour, bienvenue encore. Merci beaucoup. Bonjour à toute l'équipe de Zénith. Bonjour papa. Et Voilà. je dirais bonjour à tout au complexe Equinox. Et Voilà, très à bien. tous Alors, vos vous êtes là
pour l'hommage au roi King Dikampondo Akwa, qui est-il? C'est vrai que vous en avez déjà donné une ébauche de ce qu'il avait pu faire dans la signature du traité du 12 juillet 1884 et la résistance face à l'administration coloniale allemande. Alors, plus de précision, nous sommes rendus au 27 juin. Alors je viens principalement parce que jeudi 29 juin, c'est-à-dire dans 2 jours, se tiendra une conférence internationale avec des professeurs qui viennent du Cameroun, dont Yaoundé 2, de Douala, donc l'université de Douala, de Chicago, donc de l'université de Chicago aux États-Unis, et de l'université de Hambourg en Allemagne. Donc pour donner la quintessence de cette conférence, faire en sorte que les Camerounais qui peuvent se déplacer ou qui seront à l'écoute de ce qui va se passer, découvrent effectivement cette personne, cette figure emblématique du Cameroun et, je dirais, ce vaillant guerrier de notre terre. Vous me donnerez l'occasion de donner des indications par rapport à ce que je viens de dire. Et donc il y a la conférence internationale le jeudi 29, suivra à partir du 5 juillet jusqu'au 12 juillet l'exposition historique sur cette période-là, les figures qui ont participé, qui l'ont accompagné dans cette bataille, ce qu'était Douala à ce moment-là et comment Douala s'est transformé par l'action de tous ces souverains qu'on a eus dans notre pays. Vraiment, pour parler de la valeur héroïque du combat du King Dikampondo Akwa et de contribuer, comme vous le dites dans cette note de présentation, à une meilleure connaissance de l'histoire du Cameroun. C'est important. La cible pour vous essentiellement, si je peux me permettre cette question, c'est les étudiants, c'est les jeunes gens camerounais ou alors c'est tous les Camerounais, qu'ils soient au Cameroun ou bien à l'étranger? C'est tous les Camerounais. Je commencerai par nos institutions publiques, c'est-à-dire les ministères, le gouvernement, parce que pour prendre une décision de cette nature, pour en faire un héroïque, quelqu'un de si grand, on dira pourquoi, il faut forcément que ceux qui nous dirigent récupèrent ou utilisent cet événement-là pour créer une dynamique dans toutes nos communautés. Parce que dans toutes les communautés du Cameroun, il y a des personnages de cette nature que nous ignorons parce qu'on a cessé, on n'a pas voulu en parler. Et donc, il faut qu'on se réveille. Parce que je dirais, qu'est-ce qui représente pour nous? À cette époque, on a eu le début d'un pays qui s'appelle le Cameroun, à sa signature, c'était le Cameroun. Après, on a eu une nation, on a eu un État, avec un certain nombre d'emblèmes, comme le drapeau, comme l'hymne national. Ce n'est pas que les communautés n'avaient pas d'hymne. Toutes nos communautés avaient une hymne, mais dans leur région, certains avaient des drapeaux. Mais en plus de cela, ce que je dirais avait une devise. Et donc on a constaté, par exemple, il n'y a pas longtemps, les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun ont refusé de prendre le drapeau. C'est-à-dire le drapeau qui permet de déplacer le Cameroun, le territoire camerounais, dans un autre pays. Parce que c'est ça le rôle du drapeau. Vous vous souvenez, quand les militaires gagnent un terrain, la première chose qu'ils font, c'est de planter le drapeau. On a vu, il n'y a pas longtemps, des Camerounais qui piétinent le drapeau. Ça veut dire que ces Camerounais piétinent notre terre. Et ce que ceux-là ont fait, c'est qu'on doit distinguer ce que nous sommes et on doit toujours veiller à ce que nos terres soient respectées et qu'on les conserve. Très bien, merci beaucoup, monsieur Isidore Priso-Coton. Alors, je précise tout juste que l'exposition historique commencera du 5 au 12 juillet et qu'elle offrira donc une opportunité exceptionnelle aux Camerounais de tous âges de s'enrichir sur notre histoire. Il y aura donc entre autres des axes comme l'homme et le souverain, les figures historiques autour du traité, ou encore les bâtiments et les lieux mythiques et historiques. Et je donne quelques noms des éminents professeurs qui sont attendus dans le cadre de cette conférence internationale. Vous avez le professeur François-Henri Dikoumé, qui est professeur associé à l'université de Douala, qui est à la charge de cette leçon inaugurale. Vous aurez le professeur Blaise Ngandon Dendi, professeur d'histoire de droit à l'université de Yaoundé 2, qui communiquera donc sur la signature du traité germano-camerounais du 12 juillet 1884. Et puis le professeur Gisela Ewe, professeur à l'université de Hambourg en Allemagne, sur le traité du 12
juillet 1884 et sa perception par les partis et de sa signature à nos jours. Et puis enfin, vous aurez le professeur Ralph Albert Osten, professeur émérite à l'Université de Chicago, qui traitera du sujet sur Di Campondo Aqua et les Allemands, alliance, trahison et résistance. On a déjà les toutes premières images dans les causeries éducatives qui ont commencé à cet effet. Merci beaucoup, monsieur Isidore Joachim Prisokoto, qui est donc le responsable de l'organisation et du comité de supervision de cet hommage rendu au King Di Campondo Aqua. Merci et à très bientôt. On passe maintenant, sans transition, ou bien avec la transition, sur la prochaine articulation, c'est interpellation. Il y a beaucoup de choses dans notre pays qui freinent notre développement en tout cas. Premièrement, on va commencer par le quotidien social qui est peut-être des problèmes des bacs à ordures en fait. On jette des ordures n'importe où, on a des manques de bacs à ordures dans certains quartiers et c'est ça craint le développement. Pourquoi? Accès des saletés, quand il pleut par exemple, la saleté crée de la boue, ça crée des mauvaises eaux dans des quartiers qui amènent ensuite le paludisme en fait. Et c'est vraiment un grand problème parce qu'on doit commencer à combattre d'abord le paludisme dans notre pays en fait. Voilà, notre environnement en temps de pluie, comme c'est le cas en ce moment. Très tôt à Yaoundé ce matin, il y a eu une forte pluie, nous signale-t-on de ce côté. Et à Douala aussi, on a eu de la peine à se lever, à sortir de la maison à partir de 5 heures. Alors, les conséquences qui suivent lorsqu'il y a ces eaux de pluie, alors surtout dans des quartiers difficiles, tendance. Souvent, vidange des WC. Va encore Mita, quand il pleut, non? Ou à Mabando, on profite pour vidanger. C'est ça. Oui, quand il pleut, les gens profitent pour vidanger leur WC. Ce n'est pas bien. Cherchez les vidangeurs, ils sont là, vous payez, on vous vidange les toilettes. C'est tout. Faites attention. Très bien. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Est-ce que ça relève finalement donc de la responsabilité individuelle de chacun? Oui, mais de la communauté urbaine davantage. Hein. C'est les municipalités qui doivent s'en occuper. Parce que notre compatriote relève que lorsqu'il pleut, en fait, ça ramasse toutes les poubelles, toutes les ordures ménagères qu'on a qui ne sont pas évacuées. C'est vrai, mais c'est au niveau des bacs à ordures. Quand ça les amène dans les rigoles et autres drains qui sont bouchés, ainsi de suite, on vit le désordre total. Donc, en fait, ce sont les municipalités qui ne font pas véritablement leur travail. Mais je ne disculpe pas notre comportement individuel à chacun. Mais dès lors que nous avons enlevé ces ordures de la maison, on les met au niveau où les bacs à ordures sont posés et qu'on ne les évacue pas. Et moi, j'insiste toujours en matière de salubrité dans nos marchés, comme le cas de Yaoundé, le marché Mokolo, le marché Mvogbi, où on se retrouve avec des tas d'immondices à travers les rues. Lorsqu'il pleut, c'est encore plus grave parce qu'à la descente du marché Mokolo, ça se retrouve au niveau des Messa. Qui doit nettoyer? Est-ce que c'est la communauté ou alors la mairie d'arrondissement, je ne sais pas, de Yaoundé 6? C'est la communauté urbaine qui a la charge de toute la ville. C'est Yaoundé 2 à cet endroit-là précis. Charles. Vous parlez, vous abandonnez toujours les principaux coupables. Je crois qu'il y a un service d'hygiène dans chaque ville. Le rôle du service d'hygiène, c'est de passer avec tous les éléments phytosanitaires qu'il faut employer pour pouvoir préserver les populations des risques de maladies. Elle a parlé tout à l'heure du paludisme. La pluie est bien. C'est bien quand il pleut, nonobstant les inondations. Mais lorsqu'il pleut, ça permet au moins aux eaux stagnantes de pouvoir circuler. On demande aux gens de ne pas conserver. Vous êtes dans un environnement où l'eau ne coule pas au robinet. Vous êtes obligé d'aller puiser le bidon d'eau à des kilomètres pour venir laisser à la maison. Cette eau, vous n'avez pas de couvercle pour fermer les seaux. Vous voulez quoi? Je crois qu'il faut. Le problème est plus loin et lointain par rapport à ce que nous sommes en train de défendre aujourd'hui. Si on avait de l'eau de bonne qualité, si on aménageait les draps, si on libérait les rigoles étaient curées, je vous assure que le taux de personnes atteintes de paludisme pourrait régresser. C'est parce qu'on a affaire à des gens qui ne travaillent pas. Moi, je me rappelle d'une époque où toutes les semaines ou tous les mois, il y avait des agents phytosanitaires qui arrivaient, moyennant 500 francs, on vous arrosait l'intérieur de la maison et vous étiez garanti pour qu'on... Ils ont même l'obligation de venir chez vous, de voir le cas de santé. Alors, messieurs, vous êtes très inspirés sur le sujet, je ne sais pas si Megui a encore le temps de dire un mot, parce que lui parle le temps. Non,
vais pas être longue. Elle a mis en lumière justement les conditions de vie quotidienne des Camerounais qui seraient un frein au développement de notre pays, notamment l'insalubrité. Elle a raison parce que si on vit dans un environnement qui n'est pas propice à notre épanouissement, ça joue même sur notre psychologie. Donc vivement que les choses soient remises en ordre. Voilà, on parle donc de bien-être à présent. On va aller prendre l'un de nos partenaires intitulé Soleza. Pourrait la nouvelle eau micellaire de Soleza, le démaquillant le plus efficace avec des actifs nettoyants qui éliminent le maquillage doucement, facilement, joliment, en un seul geste. Essayez l'eau micellaire de Soleza. Sans fragrance ni parabène, elle convient à tous les types de peau, le visage et les yeux. L'eau micellaire de Soleza, la façon la plus douce d'enlever votre maquillage. Voilà donc Soleza qui annonce la campagne de promotion de son soin de beauté, l'eau micellaire. Alors pour en parler, nous allons accueillir deux dames ou bien demoiselles qui arrivent de cette entité-là, Amanda Yimo et Florence Menkem. Bonjour. Bonjour, bonjour Séverin. Voilà, vous êtes même trois, il me semble. Donc, oui, nous sommes venus en équipe renforcée. Alors, on va commencer par la toute première question. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est, Soleza? Alors, très rapidement, Soleza, en fait, c'est une nouvelle gamme de produits cosmétiques présentée par les entreprises Soleza Cosmétiques. Donc, depuis le mois de novembre 2016, nous sommes très présents sur le marché camerounais. Et les premiers produits que nous présentons, vous les voyez, je ne sais pas si la caméra les voit, donc ils sont présents là sur le plateau. Nous avons des gels de douche qui se présentent en 4 senteurs et un dernier produit qui est l'eau micellaire. Donc très rapidement, je vais vous dire les 4 magnifiques parfums que nous présentons. Il y a la vanille, tout au bout, voilà. Vous avez la vanille, vous avez le fruit de la passion, vous avez le parfum pamplemousse rose, vous avez également le parfum pêche. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour vous parler principalement de l'eau micellaire Soleza, tout à fait. Voilà. qui a eu un franc succès en fait sur le dernier salon de Promo 2017. Voilà. Quelle est donc la particularité de l'eau micellaire de Soleza? Alors, notre eau micellaire Soleza, c'est un 3 en 1. Première chose, c'est une lotion hydratante. Elle est nettoyante également, c'est-à-dire qu'elle enlève les impuretés. Et enfin, c'est un démaquillant. Les micelles que contient cette eau contiennent de puissants agents nettoyants qui vous libèrent totalement la peau de toutes les impuretés venues de la pollution ou alors des aliments qui créent des allergies et de toute autre sorte d'impuretés, y compris le sébum. Sans oublier le démaquillage aussi. Elle phagocyte cette eau, elle phagocyte tous les microbes que vous avez sous la peau, vous laisse une sensation de fraîcheur incroyable et de bien-être. Elle est sans parabènes, sans parfum, sans savon, c'est-à-dire sans rinçage. Vous n'avez pas besoin de rincer. Elle s'utilise matin et soir sur le visage, les yeux et le cou. Très bien, on a tout compris. Oui. C'est pour tout type de peau, c'est-à-dire les peaux sèches, les peaux mixtes et les peaux grasses. Oui. Voilà, maintenant, où retrouve-t-on ces produits-là? Alors, nos produits, vous les retrouverez dans toutes les grandes surfaces de la ville. Arnaud, tous les cadeaux, Douala Yaoundé, Bel Achat, Spar, Latrium, Maïma, Bonanjo, Mon Ami, Complexe Sawa, les pharmacies, Pharmacie La Bourse, Pharmacie Horizon, les grands instituts de beauté comme Michel Corporation, JP, Beauty Bar, Kelly Koloko, Perle et d'Ébène, et également dans d'autres villes, parce que nous sommes présents au Cameroun, à Yaoundé, Douala, Limbé. À Limbé, vous les aurez au supermarché Easy Shop. À Boya, vous les trouverez au supermarché Complexe Bongo Square. À Bertois, supermarché Zico. À Kribi, boulangerie du Peuple. Et bien d'autres également, nous ne pouvons pas les citer tous. Voilà, donc tendance, on s'est compris. Oui, l'eau micellaire. Mais ça ne coûte pas cher, non, maman? Oh non, pas du tout. Donc vous pouvez retrouver dans tous nos points de vente cités plus haut, vous pouvez les retrouver au prix de 2500 francs seulement pour le gel de douche. C'est une contenance de 500 ml. Et pour l'eau micellaire, vous la retrouvez au prix de 3500 francs, également 500 ml. Voilà. Donc chacun peut trouver son compte.
Effectivement, tendance. La femme n'est rien que ça pour sa beauté, non? Ça, tu l'as dit. Voilà. Et puis, je voudrais un dernier mot, s'il vous plaît, avant de partir. Si vous avez besoin de distribuer également nos produits, vous avez des contacts que je vais vous donner tout de suite. Le 696 05 96 98 ou le 656 12 86 13. 696 05 96 98 ou encore le 656 12 86 13. Merci beaucoup Amanda Yimo et je vous en prie, merci Florence Menkem. Alors la troisième, j'ai pas bien noté son nom. Alors elle c'est Miss Kelly. Voilà, Miss Kelly, voilà, qui représentait donc la marque Soleza et la promotion essentiellement du soin de beauté, l'eau micellaire. Merci beaucoup, on sort à nouveau avec votre spot de présentation. Découvrez la nouvelle eau micellaire de Soleza, le démaquillant le plus efficace avec des actifs nettoyants qui éliminent le maquillage doucement, facilement, joliment, en un seul geste. Essayez l'eau micellaire de Soleza. Sans fragrance ni parabène, elle convient à tous les types de peau, le visage et les yeux. L'eau micellaire de Soleza, la façon la plus douce d'enlever votre maquillage. Voilà, merci donc de rester avec nous. On a parlé de bien-être. On va continuer d'ailleurs d'en parler tout à l'heure. Le temps peut-être déjà de revenir sur un ou deux messages qui nous sont parvenus parce que tout à l'heure, les sujets en débat concernaient... J'aimerais bien que les téléspectateurs réagissent sur le petit conflit qui est né, donc la controverse sur la sortie de Marlène Mvoutou concernant le cas Cabral-Libye aujourd'hui qui suscite beaucoup d'interrogations quand même, suite notamment à son passage à l'émission Dimanche avec vous, dimanche dernier. Bon, maintenant, si vous avez d'autres réactions. Non, on a justement des réactions à propos. Sur le sujet, oui. Oui. Donc, Bessak Ekiti qui nous dit nous avons choisi Cabral, Libye. Rien ne peut arrêter cela. C'est le temps de l'indépendance camerounaise qui arrive. Cette dame veut qu'on parle d'elle. Voilà donc un autre message qui nous dit que Cabral, Libye, en répondant à cette dame, lui fait de la publicité. C'est Madame Idrissou de Garoua. Voilà, je crois qu'on est d'accord, hein, bon, sur le sujet, parce qu'il aurait dû se taire, il n'avait pas à répondre. C'est le même cas de figure avec Samuel Eto'o qui a répondu à Bernard Choutang. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on veut se situer à un certain niveau, au niveau de la gestion de sa notoriété, de son image, il faut savoir se faire entourer, bien se faire entourer par des équipes qui sont ce qu'on appelle généralement des communicants, parce que ça existe. Même Emmanuel Macron, pour arriver là où il se trouve aujourd'hui, avait mis en place toute une batterie de gens, des collaborateurs qui étaient là pour accompagner son action. Et voilà le résultat. À présent, nous allons retrouver nos partenaires habituels de Africam Shopping Complex International. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Smart Wonder Core, appareil de sport qui vous permet de moduler le corps, travaille les abdominaux, la musculation, améliore la silhouette. Il vous permet de garder la forme et une bonne circulation sanguine. Smart Wonder Core, bon pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les salles de sport et de gym. Il redessine les différentes parties du corps avec des exercices simples. Smart Wonder Core, notre ami pour une bonne silhouette. Vente en gros et en détail. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, Simone Coco et Corinne, vous étiez très attendus. Alors, vous voilà donc à nouveau sur le plateau. Bonjour. Bonjour Sam, Séverin Angoï, bonjour à tout le plateau. Bonjour également à tous les fidèles de Kinos Télévision et bien sûr tous les fidèles consommateurs d'Africam Shopping Complex International. Très bien, on va donc y aller avec le dégraissage, l'esthétique générale, l'harmonie du couple, voilà, entre autres. Alors rapidement, on va s'y mettre aujourd'hui. On poursuit notre campagne, notre grande campagne promotionnelle. Et il y a énormément de prix qui sont concernés par cette promotion-là. C'est le moment pour tous d'en profiter. Parce qu'avec Africam Shopping Complex International, c'est 100% de satisfaction. Alors aujourd'hui, on va commencer par vous proposer des produits de dégraissage à des personnes qui souffrent d'hypertension et qui justement n'ont pas de thé ou alors de saveur adapté suivant leur
leur petite maladie avec notre hypertension team, mesdames et messieurs. On vous propose justement un thé qui sera adapté à votre santé et permettra de réguler et de normaliser votre tension ainsi que votre pression artérielle et surtout éliminera votre corps du mauvais cholestérol. On passe donc à notre Sugar Balance Tea, un thé adapté pour les diabétiques, pour ces personnes qui souffrent de diabète. Vous avez donc ce thé qui permettra justement de normaliser et de réguler le taux de sucre contenu dans votre organisme. On va sortir dans cette première branche avec notre tout dernier bébé, le tout dernier arrivant de la maison, le Apple Cider Slim qui permettra donc de brûler les graisses reparties sur les différentes parties du corps. Avec notre petit bijou, le dernier bébé, voilà, on vous assure que c'est un dégraissage total pour une silhouette parfaite. On poursuit donc avec ces personnes qui souffrent justement de problèmes de boutons ou alors de taches rebelles au niveau du visage ou alors certaines parties du corps causées par des maladies de la peau telles que la varicelle, le camnogo, voilà, le corocoro et toutes ces autres maladies dont on connaît l'existence. Vous avez donc sur ce plateau notre savon anti-acné qui permettra donc justement de gommer votre visage et ainsi de ramollir les boutons contenus à cette partie du corps. Ensuite, vous devrez employer le Neoskin qui permettra non seulement de brûler les boutons, mais également de vous débarrasser des taches laissées par ces différents boutons. Alors, il y a des taches qui sont très rebelles, des taches qui ne veulent pas partir. Il y a par exemple les taches qui sont laissées par des personnes qui ont usé des produits cosmétiques assez forts et voilà, qui ont laissé des taches précises à certaines parties du corps. Vous avez besoin de notre Skin Perfector qui permettra justement d'uniformiser cette partie sombre là au reste, bien sûr, au reste de la généralité du corps. Nous avons terminé avec les produits consacrés aux boutons et aux taches rebelles. On passe donc maintenant, aïe aïe aïe, à la partie que j'adore. On passe donc maintenant à la partie qui concerne la chambre. Vous savez, être heureux, voilà, se lever le matin, avoir le sourire, avoir la pêche, c'est forcément dû au fait que voilà, de l'autre côté là, les choses ont bien marché, ça a bien fonctionné. Et il y a justement ces hommes-là qui souffrent d'éjaculation précoce. Bon, c'est pas une maladie, mais qui ont du mal franchement à se concentrer, qui ont tendance à lâcher le robinet un peu trop tôt. Mesdames et messieurs, on sait très bien de quoi il s'agit. Alors là, vous avez notre BioEps qui permettra justement non seulement de vous mettre à l'abri de l'éjaculation précoce, mais vous aidera également, aidera votre appétit sexuel. Vous serez stimulé durant l'acte sexuel. Là, il s'agit du BioEps. Et il y a également ces personnes qui souffrent de petitesse au niveau de leur organe génital masculin, ce qui pose problème lors des différents rapports. Vous avez besoin tout simplement de notre Shark Power qui, associé au savon que vous pourrez trouver dans notre boutique, permettra ainsi de grossir en longueur et en largeur. Il faut bien préciser votre organe génital sans toutefois d'effets secondaires. On termine avec notre chewing gum Sex Love. Alors lui, vous le mangez 10 à 15 minutes avant le rapport et on vous assure que durant l'acte, franchement, ça sera le classique le plus parfait. Vous serez l'homme du match, mesdames et messieurs. Avec ce Sex Love chewing gum, on vous assure, franchement, c'est 100% de plaisir pour 100% de satisfaction. On se retrouve maintenant avec le dernier produit que nous avons sur ce plateau, notre Smart Wondercore, qui est un appareil de sport. Et bien sûr, vous pourrez exercer sur cet appareil plusieurs exercices qui consisteront à muscler vos bras, dégraisser les bras, également permettront de vous débarrasser de vos bidons de 20 et 15 litres pour travailler le ventre. Également, le fessier, les cuisses seront concernés, toutes les parties du corps. Franchement, ça sera un effet 100% naturel pour 100% de beauté au naturel. Tous ces produits dont vous pouvez les retrouver à African Shopping Complex International, la maison du bien-être. On sort avec les localisations. Vous avez bien sûr, nous sommes situés au Togo, Lomé, Immeuble City Motors 8, au Bénin Cotonou, derrière le Stade de l'Amitié, et au Cameroun, BP Cité SIC, derrière la Totale, en face paroisse Christ-Roi. On vous rassure qu'avec African Shopping Complex International, c'est satisfait ou remboursé. Voilà. Elle s'appelle Simone Coco. C'est un vrai spectacle à l'écouter. Et avec Corinne aussi. Voilà. On ne va jamais vous rembourser parce qu'on est tous satisfaits. Voilà. J'ai retenu le BioErbs. Voilà. Pour l'harmonie du couple. Voilà, c'est ça. Merci. Ça permet de régler beaucoup de soucis en même temps. Bon, maintenant, il faut aller tester son efficacité, monsieur Charles Armel. Voilà. Très bien. Week-end. Smart Wondercore.
appareil de sport qui vous permet de moduler le corps, travaille les abdominaux, la musculation, améliore la silhouette. Il vous permet de garder la forme et une bonne circulation sanguine. Smart Wonder Core, bon pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les salles de sport et de gym. Il redessine les différentes parties du corps avec des exercices simples. Smart Wonder Core, notre ami pour une bonne silhouette. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, une information que nous n'avons pas pu insérer tout à l'heure dans la revue des réseaux sociaux en raison des contraintes de production relative donc à cette annonce faite de façon officielle. Désormais, le Cameroun est en faillite sous ajustement structurel avec ce prêt accordé par le Fonds monétaire international de quelques 400 milliards de francs CFA. Je ne sais pas ce que ça fait en termes de dollars, mais Guy... Voilà, 666 millions de dollars accordés au Cameroun. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise nouvelle finalement. Comment est-ce qu'on peut l'analyser? Très mauvaise nouvelle, Sam. Ça veut dire que nous n'avons pas été capables de maîtriser nos finances publiques. Ça veut dire, Sam, qu'on était là en train de ne pas pouvoir payer nos fonctionnaires. Déjà, les entreprises demandent à l'État plus de 1000 milliards de francs pour les services, je veux dire les marchés livrés à l'État dont l'État n'a pas pu prouver. Je ne parle là que de la dette intérieure, je ne parle pas de la dette extérieure. Donc en fait, on est revenu à pays pauvres et très endettés. Très bien, pays pauvres et très endettés. On a cité, Charlemagne, quelques autres pays dans cette catégorie. Je ne sais pas si on peut les rappeler, parce que le Cameroun aujourd'hui, normalement, pouvait se sortir de cette zone, mais c'est dommage, on a mal géré tendance et on va se retrouver encore surendetté. Quand c'est tout l'argent comme ça, mon cœur bat ça. Quand le montant même va me faire chuter. Donc tu peux la critiquer, s'il a sonné. Non, mais Guy avait un dernier mot sur la question quand même. Parce que c'est une information assez grave. Hein, c'est une information très grave, mais une très mauvaise nouvelle, voilà. On n'est pas sorti de l'auberge, encore on revient, on avait une lueur d'espoir qui pointait, mais là on descend de notre piédestal. Que peut-on faire? C'est le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Au nom de la liberté de critiquer, on parlait donc il y a quelques secondes de cette nouvelle qui nous plonge à nouveau dans une situation critique sur la scène financière internationale. Alors, le résultat des courses, c'est que nous n'aurons plus la possibilité de bien nous comporter. Il y aura beaucoup de conséquences dans le panier de la ménagère et ce sont les plus petits des Camerounais qui vont beaucoup plus se trinquer. Alors, quels sont ceux-là qui nous ont mis dans cette situation? La réponse, bien sûr, ce sont les gouvernants, en tête desquels le chef de l'État et son équipe gouvernementale, représentée par quelques symboles. Le ministre du Ciel et de la Terre, le bien nommé Louis-Paul Motazé, qui a tout reçu du président à la tête de beaucoup de comités de pilotage et de beaucoup de responsabilités dans la conduite des projets structurants. Il n'aura pas su mériter cette confiance-là. Il s'est, par contre, illustré ce week-end, le 24 et 25 juin dernier, dans son Dja et Lobo natal, par une attitude contre-productive, j'allais dire quelque peu anachronique vis-à-vis des usages de la République. Louis-Paul Motazé est parti pour inaugurer la route qui doit relier désormais au 20 à Mintom jusqu'à la frontière avec le Gabon. C'est un ouvrage normalement émanant du gouvernement de la République, donc en tant que membre du gouvernement. Mais il en a profité pour faire d'une pierre deux coups. Il était d'ailleurs à l'occasion en tenue du RDPC. Une tenue très bien brodée d'ailleurs, hein, parce qu'il fallait apprécier cela en images. Mais sauf que c'était véritablement quelque chose de proprement maladroit. Ou vous êtes ministre, ou vous allez en campagne électorale. Les fonds que vous utilisez, les moyens d'État que vous utilisez pour faire la campagne, pour dire que non, on ne laissera venir aucun membre de l'opposition dans cet espace-là, je crois que c'est dommage. Et ce sont ce type de choses et ce type d'attitudes qui nous renseignent de ce que nous sommes dans une république bananière, qui ne nous ont pas fait avancer, qui nous ont retardés pendant ces longues années. C'est bien dommage, mais ce sont des choses qui se produisent bel et bien chez nous en toute impunité pour les uns, bien sûr. C'était le Zénith de ce jour. Restez sur Equinox Télévision. Et à la prochaine.